Bienvenue à toutes et à tous. Après les eaux glaciales du Titanic, Wivo et Davin vous invitent pour un plongeon dans les eaux féeriques et mystérieuses de la planète Pandora. La caméra de James Cameron est-elle toujours magique? Ou bien cette prouesse technique découle-t-elle uniquement de la technologie? Prenez place avec nous et la famille Sully, au coin du feu, pour parler de ce film tant attendu, Avatar 2. Bonjour, bonsoir, je suis Wivo, il est Davin, et aujourd'hui nous continuons le mois James Cameron, avec un film qui est sorti tout récemment. Ce film, c'est Avatar, la voix de l'eau, comme vous l'avez compris dans l'intro, qui est sorti donc le 14 décembre 2022. Nous l'avons vu, et on en parle maintenant. Mais tout d'abord... Comment tu vas, Davin? Parce que sans Davin, il n'y a pas d'émission, hein, autant qu'on se le dise. Par contre, avec seulement Davin, il y aurait une émission. Donc tu peux céder ta place. Moi, je suis le personnage secondaire de Coin du Feu. De mon émission. Quelle horreur. Eh ben, ça va pas très fort, je dois l'avouer. Oui, tu peux le dire la vérité. Sois honnête avec nos éditeurs. Oui, bah, on enregistre le lendemain de la finale de la Coupe du Monde et je t'avoue que c'est vrai. Je suis triste. Je suis très triste. Je suis très fatigué. Hein. J'ai vécu le match. Moi, j'ai été sur le terrain. Je sais pas si tu m'as vu. C'est moi qui fais la passe à Mbappé sur le deuxième but. Voilà. Mais oui. Mais c'est toi qui te prends un carton jaune, je crois. Alors carton rouge. Dehors du terrain. Carton rouge. Carton rouge. Ah oui, carton jaune, c'était Giroud. Mais toi, c'était le carton rouge. Ouais, carton rouge. Bah moi, j'ai frappé les Argentins directement. Oui, on te voyait... Pendant la remise de la coupe, pendant la remise, j'étais en train de les taper dans les vestiaires. Mais ça a été censuré. Ça a été censuré, bah de toute façon. Non mais voilà, mais très fatigué, je te jure, ça m'a surpris. En fait, le match, je l'ai tellement vécu intensément que j'étais crevé après le match, comme si je venais de faire un combat de boxe. Et aujourd'hui, pareil. Pourtant, j'ai dormi dans la nuit et tout, mais ce matin, putain, j'ai eu un coup de barre. J'étais amorphe, quoi. J'étais fatigué. Émotionnellement, il y a tout. Parce que moi, on vous en parle pas souvent. Parce qu'on parle beaucoup de nos passions. Sauf qu'il y a une passion qu'on n'a pas en commun avec Wivo. C'est le football. On a parlé souvent de la tienne, les MMA, etc. Et c'est vrai que le football, moi, c'est une passion à moi, mais que je partage pas avec Wivo. On peut pas tout partager, hein. Et du coup, on n'en parle pas souvent. Et moi, je suis un grand passionné de foot. Notamment de l'équipe de France. Et donc, je t'avoue qu'hier, mais J'étais au paradis et en enfer, c'était trop fort. Émotionnellement, je crois que mon corps n'a pas compris ce qui se passait. Mais c'était incroyable. Ouais, même toi, du coup, qui est pas un grand passionné de football, tu suis un peu les grands événements, c'est tout. Et encore, tu suis vraiment les très grands événements. Ouais, et là, au dernier moment, Mais là, du coup, là, au moins, t'as quand même compris pourquoi moi je vibrais pour le foot. On va dire moi clairement. Plus régulièrement du coup, mais aussi fort avec tellement d'enjeux, tout ça. C'est vrai qu'hier c'était quelque chose et malheureusement on a perdu pour ceux qui vraiment sortent d'une grotte, hein. Mais c'était un match assez fou et puis voilà. Puis je suis quand même content pour Messi parce que moi aussi je suis un grand fan de Messi. Moi j'ai grandi avec lui, hein. J'ai quasiment le même âge que Messi. Je l'ai connu quand j'étais ado, il débutait sa carrière. Et j'ai été le voir jouer à Barcelone, Messi, donc je t'avoue que c'est la petite consolation. Ça aurait été Neymar avec le Brésil qui gagne contre nous. Ah, on faisait pas l'émission aujourd'hui, hein, je déclarais forfait. Mais Messi, voilà, j'adore ce joueur, donc c'est la mini consolation, même si j'aurais préféré que ce soit la France et Mbappé, bien sûr, mais c'est la vie, c'est comme ça, il faut quand même prendre les bons moments. Et hier, c'est un soir où on va s'en souvenir, quoi, donc c'est quand même très cool. Ouais, non, c'était vraiment magique, hein. Cette remontée fulgurante de la France. Je crois que la plupart des gens, on n'y croyait plus, ou il y avait peut-être ce petit
ce peu de pourcentage d'espoir que ça revienne. Moi qui suis beaucoup le football et qui suis l'équipe de Deschamps, c'est assez surréaliste parce que c'est souvent le cas. Le match qu'on a fait hier, finalement, on le fait assez souvent. C'est pour ça que les Belges en 2018, ils avaient le seum, comme on a dit. C'est parce que contre la Belgique, en fait, la Belgique a mieux joué que nous. Mais à la fin, nous, on marquait le but et puis on verrouillait derrière et puis ça passait, quoi. Et ça a été souvent comme ça. Donc moi, hier, je te jure, même on menait 2-0, on voyait pas le jour, mais je me disais, c'est Deschamps, il va se passer quelque chose. Et bon, plus le temps avançait, plus je commençais à me dire, il va rien se passer du tout. Et finalement, mais on l'aurait gagné, celle-là, c'était monumental, quoi. J'aurais pu chialer à chaque fois que je revois le résumé du match, je crois. Si à la dernière minute, la Kolo Muani, imagine, quoi. Kolo Muani, à la dernière minute, là, il fait la passe à Mbappé au lieu de tirer. Mbappé, il met un quadruplé. On gagne à la 123e minute. Ça aurait même pu être dommage. Enfin, ça aurait pu être dangereux cardiaquement, je pense, parce que là, taux de crise cardiaque en hausse en France, ça aurait été ouf, quoi. Moi, je l'ai suivi dans un bar, dans une salle, et Jack, l'ambiance a complètement explosé sur l'égalisation de Mbappé, c'était fou. Mais là, je me dis si on avait remporté le match à la fin, on aurait tous pété un câble. Je sais même pas comment ça aurait fini. Enfin, c'était magnifique, quoi. C'est le genre de moment, c'est ça qui est beau, quoi. Voilà. Ça aurait sûrement fini en gangbang. Ah généralement. C'était une boîte échangiste en plus. J'ai suivi là, moi on était prêts, on était tous à poil. On avait juste du maquillage équipe de France. Tu vois. Non, c'était un bar très très traditionnel. Tu mettras les photos sur Twitter et Instagram. Le mec qui va me faire une réputation, c'est. Mais bref, assez parlé des bleus de l'équipe de France et parlons des bleus d'Avatar. Et oui, c'est une transition parfaite. C'est une blague qu'on n'a absolument pas préparée. Ah purée. Non, c'est vrai que c'était beau et maintenant on va parler d'Avatar. Voilà, on va parler d'Avatar. Et je pense que ça va être intéressant parce que un peu comme on l'a fait pour Titanic, il y aura beaucoup de choses à dire en termes d'anecdotes sans spoiler le film. Ok. Donc les gens, vous pouvez rester assez longtemps. Oui, parce que même ceux qui n'ont pas encore vu le film, quoi. C'est bien de le préciser, ça c'est très intéressant. C'est ça. Par contre, on a spoilé le match de l'équipe de France. Ça c'est le petit problème. Ouais. Attends, on va couper, on va recommencer. Mais ouais, comme on l'avait fait pour, comme je disais, en début d'émission, c'est un peu le mois James Cameron. Et l'émission précédente qu'on avait faite, c'était sur Titanic, justement. Et donc, on avait fait une grosse partie sans spoil parce que James Cameron a tendance à faire beaucoup dans le détail. Et là, je suis impatient. Moi, je me suis pas du tout renseigné. J'ai juste été voir le film, du coup, mais je savais que toi, le 1, c'est un de tes films que tu adores. Donc, je savais que t'allais, comme t'avais fait pour l'émission Avatar qu'on avait fait il y a quelques mois, je savais que là, t'allais nous trouver des petites infos croustillantes. Et je trouve que ce film en a besoin. Parce que je pense que quand t'es un grand public et que tu vas voir ce film, tu te rends peut-être pas assez compte du travail que c'est, comme le premier Avatar. Le premier Avatar a été une révolution technologique. Et du coup, quand t'es pas calé dans ce domaine-là, tu vas passer à côté de choses qui sont pourtant extraordinaires. Et là, moi, il y a un truc. Alors, c'est pas du spoil, parce que vous le savez, c'est la voie de l'eau, donc il y a beaucoup d'eau dans le film. Moi, il y a vraiment un truc qui m'a totalement sidéré. C'est la gestion de l'eau sur les corps, Pour moi, c'était réel, mais tu dis non, parce que les avatars, c'est des images de synthèse, donc l'eau qui est sur les avatars, c'est aussi du faux. Mais du coup, tu fais, mais comment, le calcul, c'est surréaliste, c'est du jamais vu pour le coup. Donc voilà. Exactement. Et en plus, du coup, on avait fait, justement pour l'émission Avatar, on avait fait quelques théories pour la suite. Ouais. On avait quelques infos qui, évidemment, en fait, nous donnaient des indices sur ce que ça allait être. Et de toute façon, comme le titre l'indique, et comme tu viens de le dire, c'est clairement dans l'eau. On spoilera au moins ça se passe dans l'eau. Mais de toute façon, on le sait. Ouais, de toute façon, James Cameron, c'est un grand
fan de l'océan. C'est pour ça qu'il avait fait Titanic. C'est pour ça qu'il avait fait un documentaire. Et je crois que ça s'appelle Abyss. Il a fait deux, c'est un film, Abyss. Et il a fait 2 documentaires. Il a fait Les Fantômes du Titanic, je crois. Et il a fait un autre bateau qu'ils avaient été visités juste après Titanic. Il en avait profité. Mais Abyss, c'est un film que je n'ai pas vu, du coup. Mais pareil, j'ai regardé pas mal de petites vidéos sur James Cameron entre nos 2 émissions. Et Abyss, ouais. Il a fait les Terminator, il a fait Abyss, du coup. Et je serais assez curieux. Il a fait le 2e Alien aussi. Et pareil, la saga Alien, peut-être un jour, tu sais, on a comme projet de faire plusieurs sagas cultes. Dont Rocky. Moi, je suis impatient qu'on fasse l'émission Rocky. J'ai envie de me retaper tous les Rocky. Mais bref, tu sais, quand on a fait des films un peu rétro, comme Il était une fois en Amérique, etc., je pense que ça peut être cool aussi de se refaire des sagas cultes. Et Alien, je crois que j'ai vu le premier il y a très longtemps, mais voilà. Comme les Terminator, je les ai vus il y a longtemps, mais ça peut être cool comme concept de se refaire des vraies sagas, quoi. D'ailleurs, Arnold Schwarzenegger, il y a eu une suspicion comme quoi il allait travailler enfin pas travailler, mais participer un peu au casting de la saga Avatar. Bon, apparemment, ça s'est pas fait. Ok. Mais voilà, tu me fais penser à ça en parlant de Terminator. C'est Kate Winslet qui, par contre, elle est de retour avec James Cameron. Exactement. Et du coup, j'avais vu passer l'info. Parce que justement, elle avait dit après Titanic qu'elle ne retravaillerait plus avec lui parce que ça demande beaucoup trop d'investissement. Donc, elle voulait plus travailler avec lui. Et là, c'est la première fois qu'elle retravaille en fait avec lui, qu'elle va contre ce qu'elle avait déclaré, mais à l'époque, tu vois. Et du coup, mais je savais pas plus. Et en fait, je pense l'avoir reconnue. Et pour moi, c'est la femme, enfin la chef du village du peuple de l'eau, quoi. Oui, bah c'est ça. Mais Ronald. C'est bien elle, ouais. Elle s'appelle. Parce que j'ai reconnu aussi sa VF. Du coup, c'est la même que dans Titanic. Qui a évolué parce qu'il y a quand même du temps qui est passé entre temps. Mais du coup, j'ai reconnu un peu ses traits de visage et tout, et voilà. J'ai trouvé le petit clin d'œil. Ça qui est fort. Et ça aurait été cool que ce soit DiCaprio, le chef du village. Ah oui, clair. Les deux qui sont là. Pour le clin d'œil, ça aurait été cool. Et d'ailleurs, je trouve que dans le film, James Cameron fait beaucoup de clins d'œil. Pour le coup, moi, je connais surtout Titanic dans ses films. J'ai vu les Terminator il y a longtemps, donc du coup, j'ai peut-être pas capté les références. Mais il y a plusieurs moments où il fait des références à Titanic, notamment donc c'est pas du spoil non plus, mais à un moment, ils sont sur un bateau, on va dire, qui est en train de couler, globalement. Et ils sont 2 à se tenir. Et puis, juste avant que le bateau coule et qu'ils vont plonger dans l'eau, ils font quoi qu'il arrive, on reste ensemble. Et c'est ce que dit DiCaprio à Kate Winslet au moment où ils vont couler avec le Titanic. Ah, donc, c'est beau, tu l'as relevé, ouais. Voilà. J'avais pas fait gaffe. Moi, ça m'a marqué, et du coup, je me suis dit, putain, il doit y avoir d'autres petites références dans le même genre, je trouve. Ah ouais, c'est possible. Parce que là, clairement, c'est un film, tu sens aussi le Titanic, il y a des idées. Oui. Ah oui, clairement. De toute façon, on reparlera de Kate Winslet parce qu'il y a un truc très intéressant par rapport à elle. Mais pas tout de suite. On va laisser un petit peu de suspense. Parce que tu me fais penser à plein de choses. Parce qu'il y a aussi, alors je crois que c'est Sigourney Weaver. Oui. Celle qui joue dans Alien, c'est l'héroïne de Alien. Exactement. Mais elle était déjà présente dans le 1, du coup. Et c'est Ouais. Qui jouait Grace. Ouais, c'est la chef, en gros, des humains, enfin des humains scientifiques. Ouais, c'est ça. Et bon, après, là, c'est pareil. On va dire que c'est un spoil, mais de début. Vous le voyez dès le départ. De toute façon, dès qu'on commence le film, vous avez un petit descriptif de tout ce qui s'est passé. Parce que du coup, ça correspond. Du coup, Avatar 2 est arrivé 13 ans après le premier. Et là, on est à peu près, je crois, 15-14 ans après le premier Avatar, dans le film Avatar. C'est vrai que j'avais pas la temporalité, mais aussi quand tu vois les gamins grandir, forcément, c'est ça. C'est ça, c'est par rapport aux gamins, ils le précisent pas. Après, les Navy, tu sais pas trop, ils ont pas le même rythme que nous non plus, tu vois, donc t'en sais rien, mais... Oui, c'est vrai, ça aurait pu être possible, carrément. Mais du coup, ça correspond à peu près, parce que le premier Avatar, c'était en 2154, dans les années d'Avatar, quoi, de l'univers. Et là, pour La Voix de l'eau, on est en 2169. Voilà. Donc ça correspond plutôt. Et pour revenir sur Sigourney Weaver, elle joue, du coup... Alors, j'ai noté les noms, parce qu'il y a pas mal de noms. Et j'avoue, je les ai pas retenus direct, sur le premier visionnage. Ah oui, non, bien sûr. Ouais. Et du coup, elle joue Kiri. Kiri, qui est la grande sœur, on va dire ça comme ça, de la famille. Oui, la fille Oui, d'accord, ok, oui. C'est ça, voilà. La fille adoptive. Donc ça, encore une fois, vous le savez très tôt. Vous le savez très tôt, c'est pas un spoil. D'ailleurs... Et
Ouais. Sur toute cette partie là, à l'intro où il présente ce qui s'est passé pendant tout ce temps et tout. Moi, clairement, tu sais, on avait dit que James Cameron, depuis le début, il a le plan dans sa tête de la saga et tout. Et je trouve qu'en fait, il avait peut-être un plan global, mais il avait pas tous les détails. Ça se voit que là, il y a quand même des trucs qui sortent un peu du chapeau. Parce que donc on peut vous dire, parce que c'est vraiment dès le début, c'est la présentation de base. C'est comme tu dis, c'est d'où cette Grace, elle est tombée enceinte. En plus, on sait pas qui est le père. Et ils te font miroiter un peu le truc comme si c'était un peu un truc christique, tu vois, comme si elle était tombée enceinte, voilà. Ouais. D'où ça sort. Ensuite, il y a l'histoire avec le méchant. Tu te dis bon, pourquoi il revient? S'il revient, en fait, en plus c'est un truc trop marrant, c'est que dans le 1, donc dans Avatar 1, ils prennent donc le héros parce que son frère est mort. Son frère était un soldat et ils prennent son frère parce que c'est lui qui a le plus de correspondance génétique et tout pour créer, pour aller dans l'avatar de son frère finalement. Tout à fait, ouais. Mais du coup, c'est complètement con. Pourquoi ils ont pas fait la même solution que pour le méchant? Pourquoi ils ont pas enregistré l'âme de son frère et l'implanté dans un avatar du coup? Donc, oui. C'est une petite incohérence que je trouve. C'est un peu. Tu prends un frère qui est en plus, qui est en fauteuil roulant et tout, qui a aucune expérience de soldat. Mais juste, ça correspond au niveau ADN, vas-y, ça passe. Alors qu'ils avaient la solution de transférer l'âme du frère qui lui est putain d'entraîné depuis le début de sa carrière. Et du coup, tu fais c'est vraiment faire revenir le méchant d'une façon. Donc je me dis c'était pas prévu à l'avance. Là il l'a fait revenir parce que ça le faisait kiffer, mais je me dis c'est pas possible que c'était prévu à l'avance. Là il a trouvé une excuse un peu à la Black Mirror pour faire genre. C'est ça. Après encore une fois peut-être qu'on aura plus de détails aussi par la suite, c'est possible aussi. Là sur ce point-là, je pense qu'on a tous les détails globalement. Après c'est très vite. On y va très vite. Alors tous les détails, je pense qu'on les aura concernant la fille de Grace. Même en plus, ça, même sûr, le méchant avait aussi fait un bébé. Ça aussi, tu vois, tout ça sort. Le méchant, il avait un bébé sûr, caché comme ça. C'est pas du tout le personnage que tu vois faire un bébé dans le 1, quoi. C'est ça qui est un peu. C'est dommage, je trouve, parce que ça sort un peu, alors que t'aurais pu faire les mêmes personnages. Je sais pas. C'est un peu sorti du chapeau. C'est pour ça que c'est un peu vite expédié, je pense, au début, histoire de dire bon allez, il y a ça. Je t'ai posé les conditions parce que j'ai envie de raconter une histoire et voilà quoi. Ouais, c'est ça, ça nous met vite dans le bain pour raconter une histoire de famille, quoi. Donc ça. après, c'est très rapide. Pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui veulent nous écouter, encore une fois, on va pas spoiler. Ça, c'est vraiment les 2 minutes. C'est vraiment le début du film. C'est vraiment. Et c'est pour ça. Voilà. Comme on vous dit, c'est même expédié très rapidement. En gros, dans les nouveautés, c'est ça, c'est que t'as la fille de Grace qui existe et qui est adoptée par donc le héros et l'héroïne. Là, je sais même plus comment ils s'appellent, tu vois les deux. Oui. T'as le bébé, le bébé du méchant qui lui n'a pas pu être amené sur Terre, donc c'est une sorte de Mowgli en fait. C'est un enfant humain qui vit avec les avatars. C'est Tarzan. Voilà, c'est ça. Et du coup, t'as 3 enfants après du héros et de l'héroïne. 3 enfants, on va dire naturels, même si du coup ils ont 5 doigts au lieu de 4, contrairement au vrai Navy, parce que comme c'est ça. C'est pas Jake qui s'appelle le héros, Jake. C'est ça. Et Neytiri, je crois, un truc comme ça pour. C'est ça. J'avais noté un mini synopsis justement pour préciser ça. Okay. Comme ça va approfondir ce que tu viens de dire. Okay. En gros, plus d'une décennie s'est écoulée depuis les événements du premier film, et Jake Sully, comme tu viens de le dire, assume désormais son rôle de chef des Omaticaya. Avec sa compagne Neytiri, il s'occupe de leur famille. Netayam, leur fils aîné, évidemment le plus vieux, Loak, son frère, Kiri, leur fille adoptive, mystérieusement née de l'avatar inerte de Grace, donc ce qu'on vient de vous préciser. Ah oui, elle est carrément née du cadavre de la meuf. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça, elle est née directement en avatar. En fait, l'autre est morte, dans le 1, on la voit mourir à la fin, et en fait, il y a un bébé qui a commencé à se développer alors qu'elle était morte. Quoi. Ah, c'est ça. Après, pourquoi pas, moi je trouve ça intéressant parce que ça apporte du mystère. Ça, on en reparlera après dans nos théories pour la suite. Parce que je trouve qu'il a quand même planté des graines. Et c'est peut-être ce qui m'a gâché ce film-là, mais ça m'a donné envie de voir la suite aussi. Donc, on en reparlera. Ouais, intéressant, ouais. Et donc, comme tu l'as dit, le Mowgli, le Tarzan. Donc, c'est Spider qui s'appelle un garçon humain abandonné sur Pandora. Ça colle absolument pas avec l'état d'esprit des Navy. Spider. Oui. Et ouais, trop Spider, je sais pas pourquoi. Et Tuck, c'est la plus petite. La plus petite, ok. Ouais. Voilà.
Donc en gros là on a la famille, ça donc comme on vous l'a dit, on le sait dès le départ, et après ça nous lance un peu dans l'histoire, dans l'aventure quoi. Donc c'est ça qui va être intéressant je trouve pour cet Avatar 2, c'est que en plus de parler beaucoup de l'eau, ce qui est un peu le hobby clairement de James Cameron, on a du coup cette histoire de famille. Et James Cameron d'ailleurs avait répondu sur pourquoi en fait ça a mis tant de temps à se faire. Pourquoi ça a mis 13 ans en fait la suite. Ouais. Et je l'ai vu là il y a pas longtemps, sa réponse. Donc il parle du fait qu'il a voulu parler de la famille dans son film parce que pour lui il a fait son passage évidemment à l'adolescence et son passage en tant que parent. Et vu qu'il a vécu un peu les deux côtés, il se sentait légitime de faire une histoire de famille. Peut-être pas avant, pour le coup. Alors c'est un truc, ça faisait longtemps qu'il voulait traiter ce sujet-là. Et évidemment, l'océan. Bon, ça, on le savait, on l'avait même théorisé, parce qu'on pouvait le voir dans le premier Avatar. Si on y faisait gaffe, après quand tu le sais pas, tu le vois pas. Hein. Mais souvent, les animaux qu'on voit, ils ont des branchies. Ce qui font penser vraiment à des animaux qui vont dans l'eau. Donc ça se sentait qu'il voulait aller vers là. Et du coup, alors, pourquoi 13 ans après, il s'expliquait, il a dit qu'il a mis 3 ans, en fait, pour savoir s'il avait vraiment l'envie de faire la suite ou non. Donc, c'est vrai que quand il a fait le premier Avatar, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on ne sait pas vraiment... En fait, il n'était pas sûr de faire une suite. Ouais, c'était pas acté du tout. Après, vu le budget... colossal qu'il a ramassé grâce à ce film, vu l'explosion au box-office qui a dépassé d'ailleurs Titanic, ça a dépassé Titanic, il s'est redépassé lui-même. Oui, c'est vrai. C'était ça qui lui a donné envie. Après, il a mis 1 an et demi pour réfléchir à un scénario. En 2017, il a commencé le tournage, pas de un film, mais des films. Oui, c'est ça. Il a commencé vraiment le tournage. Ouais. Parce que là, ils ont déjà parlé du 2. Alors, peut-être tu l'as comme info, mais je me permets, au cas où tu ne l'aies pas, que je le glisse, parce que ça, je l'ai lu, ça. C'est que là, il vient de déposer, en fait, toutes les images pour le 2. Ils sont déjà prêtes, en fait, ils sont déjà tournées. Pour le 3, tu veux dire? Non, pour le 3, oui. Enfin, pour la suite. Oui, pour le 3. Oui, c'est ça, pour le 3. Pour la suite de celui-là. Et en gros, il a plus de 9 heures de rush. Donc, il va falloir couper là-dedans, mais il a envie, en plus, pour compter niveau budget, je sais pas combien ça va coûter, mais il veut en fait travailler tous les effets spéciaux sur ces 9 heures. Et après, il cuttera, mais une fois qu'il aura l'image construite. En fait. Parce que normalement, quand t'as 9 heures de rush, ça arrive souvent dans les films, ça dure beaucoup plus. Donc déjà 9 heures, c'est quand même beaucoup. Mais tu coupes, puis après, tu travailles les effets spéciaux que sur les 3 heures que tu gardes. Et lui, en fait, il veut travailler sur tout. C'est ça. Ok. Donc c'est... Ah oui, c'est dingue. Mais alors, est-ce que c'est réellement utile? Est-ce que c'est qu'il a besoin de voir les images pour... Parce que sinon, c'est quand même du budget un peu foutu en l'air, quoi. Parce que à mon avis, ça va durer encore 3 heures comme le 1 et le 2, quoi. Mais du coup, c'est-à-dire qu'il y a 6 heures de perdu et ça coûte un fric monstre de travailler des effets sur 9 heures. Enfin, ouais. Donc, à voir. Il a... c'est vrai que c'est étonnant. Après, il a fait une estimation du budget. J'ai les chiffres pour le budget. Vu que c'est clairement un budget colossal. Et de toute façon, je vais le préciser après. Je vais le préciser après. Et du coup, après début 2020, en fait, là, il y a eu le Covid. Et là, il pensait que tout était fini. Vraiment, il a eu un moment où il s'est dit que le cinéma c'était fini, qu'il n'y aurait plus de films au cinéma. Ça a dû lui faire un coup et que en fait il n'y aurait que des films à la télé. Et que ça allait pas se faire. C'est ça, c'est ça. Et du coup c'est pour ça qu'il l'a mis en stand-by et que du coup c'est sorti qu'en 2022. Et pour revenir du coup sur le budget, là pour l'instant ça a rapporté, donc là je l'ai vu il y a 14 heures de ça à peu près environ, donc c'est tout récent, les infos que je vous donne là. Nous, de toute façon, là, on est je sais même plus, on est le 19. Le lundi, voilà, 19. Donc, puis les vacances de Noël débutent à l'instant. Hein. Je pense que ça sera plus intéressant de calculer début 2023 combien. C'est ça. Voilà. C'est ça, tout à fait. Là, c'est vraiment en cours. Mais déjà, il a dépassé. En fait, il a compté pour chaque opus qui dépenserait 250 millions de dollars pour chaque opus. Voilà. Donc, pour l'instant, il a un budget de 1 milliard. Parce que 250 millions pour 4 films, ça fait 1 milliard. Et là, donc il a dépassé un peu le premier Avatar,
mais je crois qu'il a respecté son budget. Il était à 240 et quelques, là je sais plus trop, pour cet Avatar 2. Et pour l'instant, il y a 435 millions de dollars de recettes. Enfin, voilà. Donc, mais sauf qu'il voudrait atteindre les 2 milliards. Ah oui. Donc on en est loin. Ouais, on en est loin. Il dit ça serait stratosphérique. Je sais même pas, parce que du coup, ça doit toujours être. C'est Endgame qui était passé premier. Ouais. Du coup, je sais pas jusqu'où. Il avait dépassé le milliard, il avait dépassé Avatar, il avait dépassé Titanic, il avait dépassé tout le monde. Mais je sais pas jusqu'où il s'est arrêté du coup. À combien de. Je sais pas s'ils ont pas dépassé les 2 milliards. Ah oui. Je sais. Ça, je sais pas du tout. Ouais. Je sais pas du tout. Parce que même la bande-annonce, je crois que de Endgame. Je crois qu'il y avait une histoire de... Bon, là, c'est pas une histoire de budget, mais en termes de visionnage, déjà que la bande-annonce d'Avatar la voix de l'eau, c'était énorme, le nombre de visionnage, mais je crois que Endgame, c'était beaucoup plus aussi. Avengers Endgame, il a dégagé 2,797 milliards de dollars à travers le monde. Donc 2,797, putain. Bon, il a pris son temps, hein, mais c'est hallucinant, quoi, putain. Bref. Après, à voir comment. Parce que là, du coup, il aurait tourné. C'est pour ça, je pense, pour ça qu'il cherche les 2 milliards. Parce que vu qu'il a tourné le 2, le 3 et le 4, il reste que le 5e à tourner. Enfin, non, le 4, ça a débuté là en septembre. D'accord. Je dis une bêtise. Voilà. Et le 5, il attend de voir en fait. Parce que oui, il y aurait du coup 5 films. Ouais. Mais il attend de voir en fait si il récolte assez de budget pour le faire. Okay. Mais. Et pour le scénario, il l'a confié à plusieurs équipes. En fait, il y a une équipe pour chaque film. D'accord. Il y a l'équipe de Rick Jaffa, de Amanda Silver, de Josh Friedman et de Shane Salerno. Donc je sais pas si c'est des noms qui te parlent. Du tout. Moi pas du tout. Ouais, pour le coup, du tout non plus. Je sais pas si ça vous parle. Mais bon voilà. En gros, et chaque équipe a un scénario. Comme ça, pour pas trop se mélanger en gros. Okay. Et c'est assez dingue quoi. C'est assez dingue. Donc je pense qu'il a réfléchi à une grande ligne conductrice. C'est ça. Mais bon, on verra. Et bon, avant de parler de ce qu'on en pense et de commencer à rentrer en spoil, et j'ai d'autres infos croustillantes encore. Du coup, je sais pas, je crois que je l'ai pas dit, mais du coup, Sigourney Weaver qui jouait donc Kiri, la grande sœur. Mais non, Sigourney Weaver, oui. c'est la mère de la grande sœur. Oui, c'est la mère et elle joue Kiri. Elle joue la fille aussi. Oui, elle joue la fille. Et en fait, je savais pas ça. Ok. Et ils l'ont rajeuni. Parce qu'ils ils ont fait le motion capture, hein, comme pour tous. Mais ils ont réussi à la rajeunir. Et si on regarde bien, ce qui est assez fou, c'est qu'on reconnaît certains de ses traits. Certains de ses traits, tu la vois pas, elle, en tant qu'humaine. Mais quand tu la regardes en tant que Navy, et ben tu reconnais certains de ses traits. Ok. C'est assez dingue. C'est vrai que j'ai pas fait gaffe du tout. J'ai remarqué, du coup, pour Kate Winslet, de toute façon, et même Jake dans le 1, c'est très criant parce qu'on voit les deux acteurs, de toute façon. Enfin, on voit l'acteur normal et son avatar. Pareil pour Neytiri, oui, tout à fait. C'est la même actrice, je crois, qui fait Gamora dans les Marvel, justement, dans les Gardiens de la Galaxie. Donc elle aussi, tu reconnais quand même ses traits. Ça qui est intéressant, je trouve, c'est même s'ils sont en mode Navy, ils gardent quand même leurs traits de vrais acteurs, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est là aussi qu'on voit le détail de James Cameron, c'est qu'il a fait pour le premier Avatar, c'était dingue parce que grâce à sa motion capture sur Terre, parce qu'il a fait sur Terre, le 3D était fabuleux, mais là on en avait parlé en fait dans l'émission Avatar, il a fait de la motion capture mais sous l'eau, donc c'est une première dans le cinéma, ce qui est fou. Déjà c'est vrai que quand tu sais ça, c'est impressionnant, c'est un peu comme ce que tu avais dit pour l'émission Il était une fois en Amérique. Que quand tu sais un peu l'envers du décor, quand tu sais qu'il y a eu tant de figurants, même pour Titanic d'ailleurs, et ça ajoute quelque chose. Et là, d'y aller en sachant ça, de se dire qu'il... Moi, c'est pour ça que je suis très curieux pour ce 2, pour voir tout ce qu'il va amener en fait, parce que ce qui est intéressant de voir, c'est que pour le premier Avatar, en fait, il a créé des technologies qui n'existaient pas avant. Et après ce film, en fait, il y a des technologies qui ont été récupérées et qui ont fait avancer le cinéma et même le jeu vidéo aussi. C'est là, quand tu t'y connais pas tout ça dans ce milieu, tu regardes juste le film pour ce qu'il est et puis tu dis oui ou pourquoi pas. Mais quand tu t'intéresses à tous les débouchés qu'il y a eu derrière ce premier Avatar,
Et nous qui adorons le jeu vidéo, par exemple, ça n'a fait que accélérer les choses. Peut-être c'est des choses qui seraient arrivées, mais c'est même pas sûr, parce que il faut aussi des fois qu'il y ait l'esprit d'un mec un peu fou qui a des ambitions un peu démesurées pour faire soit accélérer ou soit pour créer des choses à un moment T, tu vois. Et là, c'était le cas. Et du coup, je suis un peu impatient de voir même les répercussions que vont avoir ce Avatar 2. Comme je te disais tout à l'heure, l'animation de l'eau et tout, c'est ahurissant, quoi. Oui. C'est impossible de discerner le vrai du faux. Si t'avais pas un avatar tout bleu dans l'eau, bah moi je t'aurais dit bah non, bah c'est de la vraie eau, quoi. Et là, moi, ça m'a vraiment mis sur le cul pour le coup. Et même les détails, ça c'est vraiment un film, c'est vrai qu'on aurait dû le dire dès le départ ça, mais quand t'as parlé en plus que justement il savait pas si ça allait se faire parce qu'il avait peur que le cinéma ça ne prenne plus, tu vois, je pense que clairement c'est un film qu'il faut aller voir au cinéma. Et dans un bon cinéma, tu sais, avec les salles, moi j'étais dans un CGR, donc c'est les salles Ice, je trouve qu'il faut une vraie qualité d'image pour vraiment l'apprécier, pour qu'il y ait une bonne 3D, pour qu'il y ait des bons contrastes, etc. Parce que je trouve que c'est un film qui joue un peu sur tout, quoi. Et rien que de voir une image, on va dire, en 4K avec une belle qualité d'image, moi je trouve ça apporte quelque chose, en fait, pour se rendre compte aussi de la technique, quoi. Et là, c'est clairement, moi, c'est une des meilleures 3D, enfin, c'est même la meilleure 3D, ça dépasse même Avatar 1. C'est pour dire, parce que après Avatar 1, c'était le début de la 3D au cinéma, donc on avait tous été un peu bluffés. Oui, tout à fait. Mais là, moi, après, j'ai été en voir pas mal, moi, des films 3D, parce que j'aime bien la 3D. J'avais même une télé 3D à une époque, et donc j'aime bien, moi, la 3D, c'est un truc que je kiffe plutôt. Et donc j'ai vu pas mal de films en 3D, mais à chaque fois, c'était un peu... ça a rajouté une petite qualité visuelle, une petite profondeur, c'était sympathique, mais c'était un peu gadget. De la profondeur. Que là, c'est vraiment un vrai film en 3D, quoi. Oui, il y a même un moment, pour vous dire, il y a de la pluie, et mais réellement, mon cerveau a été pendant quelques secondes un peu, un peu usurpé, La pluie, j'ai eu un moment de latence, mais il pleut dans le, il pleut dans le cinéma. J'ai l'impression que la goutte, mais c'était très rapide, mais pour vous dire à quel point en fait là il y a vraiment cet effet de projection. Et toi, c'est pas juste de la profondeur. Et toi, c'était dans un CGR aussi? C'est dans quoi, toi, que t'as été le voir? CGR en 3D, mais c'était pas en salle Ice. Ah, t'as même pas été en salle Ice? Ah oui, ça c'est quand même dommage. Pour le coup, c'était pour pas le genre de film, là, oui. Ah, c'est dommage. Ouais, j'avoue. Pour le coup, moi, globalement, on verrait mon avis sur le film après, mais c'est peut-être 75% de l'intérêt du film, c'est sa technique, quoi. Et donc, moi, il fallait Dolby Atmos, parce que le son était stratosphérique. Dolby Atmos, ça j'avais le son Dolby Atmos, ça c'est sûr. Mais après, j'avais pas la qualité. Ah oui, donc t'étais pas en 4K, quoi. C'est ça, c'est ça. Okay. Ah oui. Après, bon, 3D, donc là, si t'as trouvé la 3D géniale, c'est-à-dire que... Parce que justement, j'avais un doute, hein. Moi, je trouvais que là, pour le coup... tu vois, ça me retenterait d'y aller en salle Ice pour vraiment voir la différence. Moi, pour le coup, c'est vrai que je vais beaucoup moins au cinéma qu'avant. Mais du coup, c'est pour ça que... Souvent quand je vais au cinéma, c'est pour un gros film, parce que j'aime bien me payer la salle Ice, etc. Et puis avoir du spectacle. Du coup, c'est tout bête, mais quand tu payes et que t'as un bel écran, que t'as un bon son, t'as envie d'un truc qui joue là-dessus. C'est comme quand tu t'achètes une nouvelle console, t'as envie d'un jeu qui t'envoie une baffe graphique. Pareil, quand tu t'achètes une télé, t'as envie d'un film ou d'une série qui va titiller un peu tes pupilles, quoi. Et là, pour le coup, ce film-là, s'il y a un film à aller voir au cinéma dans une salle Ice ou quoi, c'est celui-là, quoi, parce que même les éclairages, moi les éclairages, je te jure, sur la fin où c'est beaucoup plus sombre, il y a pas mal de néons, etc. Le contraste des couleurs. Alors que je t'ai dit, tu sais, souvent maintenant quand je vais au cinéma, parce que je me suis acheté une télé avec un très beau contraste au niveau des noirs profonds et tout. Et très rappelle, j'avais été au cinéma voir The Batman et j'en avais parlé. Que The Batman, je me suis maintenant habitué à voir des noirs très profonds. Et quand je suis allé voir The Batman qui est très sombre, je voyais le voile gris. Je voyais que le noir n'était pas noir, mais qu'il était un peu grisâtre. Et ça m'avait limite gâché mon truc. C'est vrai. Quoi. Et là, sur Avatar, là, j'ai fait... Non, là, c'est une masterclass, quoi. C'est magnifique, quoi. Donc voilà. Ça, c'est vrai que le cerveau, il s'habitue vachement vite. C'est insupportable, ça. Ah oui, mais non, mais vraiment. Et mais t'as un temps de... Parce que du coup, tu me fais penser à un truc, c'est que là, il a voulu tourner en 60 images par seconde. Oui. Enfin, il a voulu, réaliser le truc en 60 images par seconde. C'était trop compliqué. Du coup, il a fait du 48 images par seconde, comme le Hobbit.
et du 24 images par seconde comme c'est d'habitude. Il a un peu switché entre les deux. Et du coup, bah, en fait, en me renseignant sur ça, je me suis rendu compte qu'il y avait eu un peu... Alors, je sais pas si tu te rappelles de ça, moi ça me dit rien du tout. Mais pour le Hobbit, donc c'était la première fois qu'il y avait à l'écran du 48 images par seconde, il y avait beaucoup de personnes qui avaient eu du mal en fait avec ça. Le temps que le cerveau s'habitue, alors que l'œil humain est capable d'aller jusqu'à une limite de 250 à 300 images par seconde. Donc on est largement capable en fait d'avoir pas 24 mais 48, voire plus. On est voilà. Pourtant, il y a eu des discussions. Je suis tombé là-dessus en me renseignant sur ce sujet-là. Il y a eu des discussions comme quoi on avait dépassé la limite que l'œil humain peut percevoir, que du coup ça c'était désagréable à l'œil et tout. Donc bon, je sais pas si ça te... moi ça me parle beaucoup dans le jeu vidéo. C'est que sur PS5, il y a pas mal de jeux qui tournent en 60 FPS, justement, 60 images par seconde. Et c'est un truc qui est drôle, c'est que moi, je préfère la qualité visuelle, tu vois, quand il y a un peu de ray tracing, quand il y a un peu de plus de végétation, je préfère ça, donc souvent je passe en 30 FPS. Et il y a un problème, c'est que j'ai toujours joué, tu vois, en 30 FPS, ça m'a jamais posé de problème. Et quand tu vas faire un jeu entier en 60 FPS, et pour repasser à 30 FPS, pareil, t'as ce petit décalage. Où tes yeux en fait ils voient la différence et tu joues 2-3 heures et après tu vois même plus que t'es en train de jouer à 30 FPS, mais t'as un moment où il faut se réadapter. Donc je pense à des gens qui jouent pas du tout aux jeux vidéo par exemple et qui tombent là-dessus. Est-ce que le cerveau du coup lui se rend compte parce que moi pour le coup ça m'a jamais provoqué d'inconfort d'augmenter, mais par contre de redescendre. Et le problème, ça je l'ai vu passer justement cette info, qu'il a switché entre les deux pendant le film, entre 48 et 24, et que justement il y avait certaines personnes qui l'avaient mal vécu parce que tu as pendant le même film en fait tu as cette bascule entre les deux. Après cette bascule vers le haut, généralement quand t'augmentes les FPS, j'avais pas vu, enfin c'est rare que j'avais vu des gens se plaindre d'augmenter les FPS, mais après c'est possible mais... Ouais, mais que je crois que... Mais après, moi, j'avais lu à l'époque, dessus, justement, pour les consoles... C'est parce qu'on joue, nous. Oui, voilà, c'est ça. Vu qu'on joue, on n'a pas ce truc-là, je pense que c'est ça. Mais j'avais vu, d'ailleurs, alors là, tu parlais de 250, 300 FPS pour l'œil. Moi, j'avais vu à l'époque de ces débats, justement, sur les consoles, parce que maintenant, même les consoles, il y a certains jeux qui tournent en 120 FPS. Mais j'avais vu, alors, au-delà de ce que l'œil peut... emmagasiner, ça, j'en sais rien, mais que nous, l'œil humain, au-delà de 90 images par seconde, t'arrivais pas toi-même à t'en rendre compte en fait de la différence. C'est ce que j'avais vu. Peut-être ton œil et ton cerveau peuvent enregistrer les infos, mais toi, d'accord. Voir la différence. Consciemment. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Ah oui, ça, on parle technique. C'est à cause de James Cameron. C'est James Cameron. Il joue dans le détail. Mais du coup, pour le coup, moi, devant Avatar, je l'ai appris après qu'il y avait un switch entre 48 et 24. Je t'avoue que j'ai même pas remarqué, moi, pendant le film. Ça m'a pas sauté aux yeux. Moi, j'ai été confortable tout le long. J'étais un peu déçu parce que j'étais très sur le côté de la salle. Parce que moi, c'est hallucinant, mais tout était blindé plusieurs jours à l'avance, etc. Donc, j'ai pris les places, moi, qui restaient. Donc, c'était en bord, vraiment. Et limite, pour ce genre de film, pareil, tu te payes la salle Ice. En fait, ça aurait été bien d'être vraiment bien centré comme il faut. Voilà, mais bon. Ouais. Bah oui, parce que quand tu réserves ta place, tu pouvais choisir l'endroit, non ? Oui, mais tout était plein. Tout était plein. Ah ouais, voilà, tout était plein. Oui, c'était blindé. Ouais, parce que moi, j'avais réservé, mais vu que je suis arrivé 1 heure plus tôt, vu qu'on y allait en famille, voir l'Avatar 2, en fait, j'ai annulé au dernier moment, parce que tu peux annuler au dernier moment, 15 minutes avant, pour prendre des places pour la séance avant. Donc au lieu de prendre 20h30, j'ai pris 19h30. D'accord. Et vu que le film dure 3h10, c'était pas plus mal pour tout le monde de commencer un peu plus tôt, j'ai envie de dire. D'ailleurs, il est plus long qu'Avatar 1, mais il est moins long que Titanic. Titanic reste en termes de durée, il est toujours devant. Voilà, il y en a des détails, il y en a. Il y a même d'ailleurs, si vous voulez, un peu, je parlais du Hobbit, et donc la langue elfique, on peut l'apprendre réellement. Tolkien, il avait fait un boulot monstre là-dessus. Et la langue Na'vi existe aussi, on peut l'apprendre. D'accord. Et il y a plus de 2200 mots. Bon, c'est pas non plus autant que
que de vraies langues, hein, mais ça a été créé par Paul Froman, je crois qu'il s'appelle. C'est un enseignant qui a un doctorat en linguistique et il a créé la langue Na'vi pour le film. Et ce qui servira du coup pour la saga, quoi. Je trouve ça dingue, encore une fois. D'ailleurs, c'est marrant. C'est marrant comment ils switchent. Parce que tu sais, pendant l'intro, justement, il y a des humains qui parlent humain, on va dire. Parce que c'est français pour nous, mais américain pour d'autres, etc. Et t'as des sous-titres quand les Navy parlent. Et puis d'un coup, le héros, il fait au début, j'ai eu du mal à apprendre leur langage, mais petit à petit, c'est devenu courant. Et là, à partir de ce moment-là, en fait, c'est plus sous-titré. Et ils parlent donc français, quoi. J'ai trouvé ça marrant, cette petite technique de narration pour te faire comprendre que même s'ils parlent français après le reste du film, en fait, ils parlent pas français. C'est pour ça que quand ils vont rencontrer un autre peuple, ils vont parler français directement et il y a pas de souci, tu vois. Parce que ça aussi, c'était quand même un truc. Et je me rappelle même plus dans le 1, du coup, comment ça se passait ce switch. Ils se comprennent pas au début. Enfin, j'ai envie de revoir le 1 pour ça. C'est pour savoir au niveau du langage, genre Jake et Neytiri, comment ils communiquent au début. Je me rappelle plus assez, tu vois. Je me rappelais pas qu'il y avait cette confrontation entre les deux langages. Mais alors que c'est logique, hein, mais... parce qu'au début, est-ce que c'était pas Grace qui faisait l'interprète mais après, comment... tu m'interroges aussi. Parce qu'après, quand je ne sais plus. Je me rappelle plus, c'est dingue, quoi. Va falloir revoir le 1. C'est ça. Va falloir revoir le 1. Et pour finir sur les petits détails, Kate Winslet, qui joue Rona, donc de la tribu Mekayana, donc la tribu, le peuple de l'eau, quoi. Faut savoir qu'elle a tenu 7 minutes 14 en apnée. D'accord. Elle a dépassé Tom Cruise. Elle a dépassé le record. D'accord. C'était Tom Cruise qui fait souvent ses cascades, qui avait, je crois 6 minutes et quelques, un truc comme ça. 7 minutes, Kate Winslet, elle a dépassé 7 minutes. Ah oui, moi je tiens 40 secondes à peu près, voilà, après j'étouffe. Non, franchement, c'est dur. L'apnée, c'est dur. Et là, 7 minutes 14, ils sont tous entraînés. Tous les acteurs sont entraînés avec un grand spécialiste de l'apnée. Kirk, ça commence par un Kirk quelque chose, donc qui est très connu en Amérique. Et du coup, justement, pour tourner sous l'eau, encore une fois, parce que la motion capture se faisait sous l'eau, ce qui fait aussi ce rendu tellement magnifique de l'eau quand on regarde en 3D. Mais je trouve ça dingue que les acteurs aient dû faire ça et ont réussi d'ailleurs. Et c'est dingue d'ailleurs que Kate Winslet, du coup, elle qui disait que c'était trop éprouvant pour le Titanic, elle est retournée avec James Cameron et il l'a bien fait taffer. C'était pas juste... c'est clair. C'est cool. Mais ça, moi, par contre, c'est clair et net, c'est que je vais prendre le Blu-ray quand il sortira, rien que pour les bonus. Et j'ai envie de voir des making-of, j'ai envie de voir... ça dépendra, tu vois, leur Blu-ray, que je l'achète s'il y a des bons bonus derrière. Après, je pense, généralement, les Blu-ray d'Avatar, il y a du contenu, même Titanic, il y a des docus et tout. Mais là, vraiment, moi, ce film, j'ai envie de voir comment il a été fait, je trouve ça hallucinant, quoi. Oui, moi aussi. J'ai envie d'avoir ces petites images et tout. C'est vrai que... le Blu-ray, je pense que je le prendrai. Et pourtant, c'est vrai qu'on peut-être... on en aura pas alors après, mais est-ce que c'est un film qui vaut le coup de le voir sans le voir en 3D, en fait? C'est un peu comme Avatar 1. C'est Avatar 1. Moi, je trouve que c'est vraiment deux films qu'il faut, pour le coup, aller voir au cinéma. Et je pense que James Cameron, il est totalement d'accord. Comme tu disais tout à l'heure que si le cinéma, on va dire, s'arrêtait, le grand cinéma populaire s'arrêtait, et que c'était maintenant sur les plateformes, il l'aurait peut-être pas fait, parce qu'il sait que un des intérêts principaux du film, c'est justement de booster la technique et d'avoir une expérience au cinéma, quoi. Et moi, je sais qu'Avatar 1, je l'ai bien aimé, mais fallait le voir au cinéma quand il est sorti. C'était là que tout se passait. Sûr. Quoi. Mais c'est un peu, toi, la claque. On en parlait il y a un an pile poil pour Spider-Man No Way Home, où pour moi, et toi, je l'ai pas revu depuis, Spider-Man No Way Home. Je l'ai pas revu alors que vous pouvez écouter l'émission d'il y a un an. Moi, j'avais adoré la séance de cinéma, mais pour moi, c'était une expérience de cinéma qui se vivait avec le contexte, avec les gens qui crient quand les acteurs des Spider-Man apparaissent, etc. C'était un moment de cinéma. Mais du coup, je l'ai même pas revu chez moi sur ma télé parce que j'ai trop peur d'être déçu. Et Avatar, Avatar, à mon avis, c'est quand même un film un peu plus intéressant à regarder même chez soi que Spider-Man No Way Home. Mais quand même, si t'es pas au cinéma, si t'as pas la 3D,
tu perds quand même quelque chose. Parce que l'histoire est cool, mais on en parlera quand on donnera notre avis avec spoil. Ça m'a pas non plus transporté comme un dingo, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai. Ah, je suis curieux parce que j'ai pas lu ton avis, donc je suis assez curieux. On donne nos avis. C'est clair, les mecs. Donne nos avis. Nos avis. Bon. Ouais, qu'est-ce que... Attends, il y a encore une dernière chose. Oui, je sais, vous êtes impatient. Je commence à en avoir marre, là. Je sais, vous êtes impatient. Une dernière chose, c'est que, vu qu'il a tout réalisé en animation, évidemment, après avoir filé un matériel de capture, et pour encore une fois montrer à quel point il est dans le détail, c'est que les vêtements qu'on voit portés par les Navy, ils ont été fabriqués de toutes pièces. Pourquoi ? Pour voir comment en fait ces vêtements se comportent dans l'eau, pour pouvoir les reproduire en animation. Okay. Donc ils ont tout reproduit en réel, quoi, pour avoir vraiment l'aperçu réaliste de ce que ça pourrait donner. Dans le monde du jeu vidéo, il y a le jeu vidéo Horizon, donc Forbidden West ou Horizon Zero Dawn. D'ailleurs, le film m'a beaucoup fait penser à ça, le film Avatar, à Horizon Forbidden West. Ouais, sur les clans. D'accord, ah oui, pourquoi pas, ouais, c'est vrai. Ouais. Et du coup, pour rejoindre ce que tu disais sur les vêtements, dans Horizon, tu te bats contre des dinosaures robots. Et pareil, pour voir comment chaque pièce fonctionnait, pour pas faire des robots en fait totalement fake, ils ont recréé vraiment les robots. Et ils ont vu, pour qu'ils fonctionnent comme ça, pour qu'ils puissent marcher, il faut que telle pièce soit à tel endroit, etc. Ils ont vraiment créé les robots pour que dans le jeu, ça soit crédible, etc. Ça, je trouve ça trop bien aussi comme détail. Ouais, c'est vrai. C'est clair. D'ailleurs, Horizon Forbidden West, qui a aussi comme point commun avec Avatar, c'est l'écologie. C'est vrai. Mais je trouve beaucoup moins présente dans celui-là. Justement, moi qui m'attendais à quelque chose de... Ok, on en reparlera. Dans les premiers retours que j'avais entendus, ça parlait beaucoup de... James Cameron a vraiment un message à faire passer tout ça. Et je t'avoue que il y a la chasse à la baleine ou des trucs comme ça, on va dire, mais... le spoil! Non, ouais, vite fait, quoi. Bon, de toute façon, il va falloir qu'on donne notre avis on peut commencer un peu à spoiler. On va commencer à spoiler, les amis. On va commencer, ouais. Donc, c'était pas un gros spoil non plus. C'était quand même, voilà. Donc, oui. Je commence. J'ai envie, là. D'accord. Allez, je te... Ah non, un dernier truc. Un dernier truc. Bon, je vais me servir un café. Je quitte l'émission. Ouais, juste un truc qu'on n'a pas parlé en fait dans Titanic. Ah, ça n'a même aucun rapport avec Avatar. Non, c'est dans Titanic. Quand on a fait l'émission Titanic, à la sortie de Titanic, il y avait une polémique sur le fait que sur la planche à la toute fin des Titanic, que en fait Leonardo aurait pu être avec Kate sur la planche. Tu sais, ils auraient pu tous les deux en fait. Ils auraient pu tous les deux être sauvés. Et apparemment, ça a fait polémique cette histoire. Il y a beaucoup de gens qui ont dit non, ils auraient pu être deux. C'est complètement court que Leonardo soit mort à côté. Et du coup, carrément sur une ancienne émission. Hein. Mais c'est vrai qu'on en avait pas parlé. Ah oui, genre. C'est vrai qu'on en avait pas parlé. Oui. Alors que c'est débile parce que justement, moi, j'y ai fait gaffe quand on a regardé Titanic là l'autre jour. J'y ai fait gaffe et en fait, ils essayent de monter tous les deux. Et sauf que ils tiennent pas dessus à deux. On le voit dans le film. Moi, je pensais justement que c'était le petite incohérence ou je sais pas quoi. Donc j'y ai fait gaffe. Et dans le film, on voit très bien qu'ils montent à deux, sauf qu'ils basculent tous les deux. Et du coup, ils restent en dehors pour maintenir en plus la porte en équilibre, quoi. Et c'est pour ça que, en fait, il y a aucun débat à avoir, en fait. Quoi. James Cameron, là, je crois qu'il y a, il va sortir un nouveau documentaire sur le tournage de Titanic. Il me semble qu'il y a un truc comme ça, un truc qui est prévu. Et parce qu'il a réalisé une expérience scientifique pour clore le débat. Ça l'a un peu gonflé. Et il a réalisé l'expérience scientifique de prendre deux personnes de masse corporelle, donc Leonardo et Kate, avec le même genre de planche. Okay. Et pour montrer qu'en fait c'était pas possible. Le mec il va super loin, quoi, c'est dingue. Oui, puis alors qu'en plus, tout bêtement, c'est qu'il avait envie de raconter ça. Oui, en plus, on est là pour te raconter moyen de prouver une histoire, il n'y a pas de... Parce que si on va chercher chaque détail pour dire là c'est pas possible, en fait je te raconte une histoire. Hein. Donc dans mon histoire il mourrait, fin de l'histoire, quoi. Oui, c'est ça. Bon, si vous avez entendu un petit bruit, c'est vraiment, je me suis vraiment servi un café. Oui, tout le monde l'a compris. Mais moi j'ai failli le sortir. Je sais pas. Il se sert vraiment un café. Je sais pas si ça va s'entendre au micro. Non. J'ai trop envie d'un café, désolé. Tu as raison. Mais j'espère que c'est un déca parce que tu te lèves tôt demain matin. Ouais,
punaise, je sais même pas comment je vais faire. J'embauche à 5h demain. Il est 21h39 là. Donc oui, c'est un DK. C'est un DK, je suis pas un inconscient quand même. Un bon petit café. Et il y a, si vous voulez en fait savoir aussi, vu que c'est un peu un film de science-fiction, des données un peu sur Avatar, il y a, on en avait parlé encore une fois dans la première émission Avatar, mais il y a Roland Lehoucq qui a fait tout qui est astrophysicien, c'est bon. Et qui parle d'Avatar. Par exemple, j'ai une petite donnée, il a estimé que comment dire, pourquoi en fait les humains ne pouvaient pas respirer sur Avatar. Ils suffoquaient direct, alors que les Na'vi, eux, pouvaient respirer sur Terre. Et il a supposé que sur Terre, bon ça il l'a pas supposé, mais il y a environ 0,2% de CO2 parmi tous les gaz, et que sur Pandora, il y en aurait 10%. Ce qui pourrait donner une cohérence au fait que les Na'vi... J'avais pas fait gaffe moi dans le 1, mais ils en parlent beaucoup dans le 2 de ça. Oui. Et ils appuient là-dessus, donc c'est de savoir qu'il y a une petite cohérence scientifique, c'est cool ça. Ouais, et apparemment il y en a d'autres, même au niveau de l'emplacement de la planète, etc. Donc il va beaucoup plus loin dans le détail. Il parle même du fait que les Na'vi sont très grands et que si la gravité est plus faible sur Pandora, ça peut être cohérent. Après, est-ce que la gravité est plus faible? T'as pas l'impression quand tu vois Spider, il me semble marcher normalement, tu sais. Donc bon. Après, il y a quand même des montagnes qui volent. Donc, il y a un délire avec leur gravité quand même. Il y a quelque chose qui se passe. Bah ça, il y avait une explication parce que c'était un méthane c'est le matériau d'Avatar qui est vachement recherché là. Et il y aurait une histoire de magnétisme. Et ça, pareil, il l'explique. C'est pour ça que ça va très loin. Donc, encore une fois. C'est ça qui est génial. Avatar. C'est pour ça, c'est que Avatar 1, c'est comme on l'avait dit, Avatar 1, il y a beaucoup de gens qui sont restés sur le scénario un peu Pocahontas, etc., qu'on a déjà vu, et qui direct ont catalogué que c'est nul à chier. Sauf que c'est ce que fait Cameron, on le dit à chaque fois, c'est qu'il prend un truc qui peut paraître basique ou classique, mais tout autour, tout est brodé d'une manière folle, et moi c'est vraiment ce que j'avais apprécié dans Avatar 1, et que du coup je suis pressé en fait d'approfondir dans Avatar 2. Et c'est pour ça que j'ai même hésité, tu sais, je te l'ai dit, je t'ai envoyé un message, je t'ai dit putain, faut qu'on fasse l'émission parce que sinon on va être trop en retard. Mais je t'avoue que je suis tenté d'aller le revoir une deuxième fois pour mieux le vivre en fait peut-être. Parce que là j'ai été le voir qu'une fois du coup et j'ai l'impression d'être passé à côté de certains détails, même des musiques, tout ça. Et je me dis, ce film va gagner comme Avatar 1, parce que moi quand j'avais été voir Avatar 1 à l'époque, j'avais kiffé niveau technique, comme pour le 2 en fait. J'avais kiffé niveau technique, mais je m'étais dit, bon l'histoire est sympa, mais bon voilà. Et c'est plus tard, grâce à toi, parce que toi t'avais vraiment accroché, que du coup je m'y suis remis, que j'ai appris tous ces détails autour, et que là j'ai fait putain Avatar 1, c'est vrai que je kiffe en fait. Et donc j'espère que ça fera peut-être pareil pour le 2. Peut-être. Mais c'est vrai que d'ailleurs dans Avatar 1, il avait fait un peu une comparaison au peuple Raoni et tout, tu te rappelles, au niveau du peuple et tout. Et là, encore une fois, il a fait certains trucs qui sont intéressants. Donc, de toute façon on va en parler, hein. On va en parler. Après quasiment une heure d'émission. C'est la plus longue intro de l'histoire de notre podcast. Bon, comme ça, on a dit pas mal de trucs, donc je pense qu'on... De toute façon, on va pas revenir en détail sur tous les événements du film, donc on a déjà parlé quand même de trucs. Mais c'est vrai que j'ai envie de donner mon avis un peu. On va spoiler. Merde. Oui, vas-y. J'ai envie de le savoir plus. Là, c'est bon, là, on passe les gars, parce que de toute façon, ceux qui... Soit vous l'avez vu, soit vous en foutez maintenant au bout d'une heure d'émission. Donc on passe en petit spoil pour donner nos avis, je trouve que ça sera un peu plus fluide, non? Oui. Allez, merci. Yeah. Donc alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce petit film? Donc comme je t'ai dit, niveau technique, etc., j'ai vraiment surkiffé. Mais en termes d'histoire, encore une fois, c'est à cause des attentes. Je t'avoue que j'étais un peu déçu. Parce que c'est ce que j'avais parlé à la fin de l'émission sur Titanic, quand on faisait un peu nos espérances pour Avatar. Je t'avais dit que j'avais envie d'un film, un gros événement, etc. Et pour plusieurs raisons, ça n'a pas été un événement. Déjà, la Coupe du Monde de football, c'est tout bête, mais comme la France a été loin, en fait, l'actualité était totalement accaparée par l'équipe de France. Et du coup, la sortie d'Avatar, je te jure, c'est fait un peu en
j'ai eu l'impression qu'elle s'est fait un peu en catimini, alors que c'est le gros film de Noël, que normalement ça... Voilà, donc ça c'est un des trucs déjà qui m'a un peu déçu, même avant d'aller voir le film, du coup. Et deuxièmement, en fait, le fait que ça soit, on va dire, pour moi, c'est un peu le lancement de la saga, même si le premier, c'est le premier, hein, mais celui-là, pour moi, c'est celui qui débute réellement la saga. Je pense qu'il a commencé à planter des graines et tout pour la suite, tout ça. Et du coup, je t'avoue que j'étais un peu déçu par l'histoire principale du film. En voyant les bandes annonces et tout, on voyait qu'il allait vers un autre peuple, tout ça. On voyait que les humains étaient de retour aussi. Et je t'avoue que je m'étais un peu imaginé ce que ça allait être comme histoire, tout en sachant que James Cameron, ça allait être une histoire assez classique. Je m'y attendais à ça. Mais j'avais vraiment l'impression que ça allait prendre une ampleur folle. Parce que déjà, le 1, c'est vraiment l'affrontement entre deux civilisations. C'est une guerre, quoi. C'est vraiment un truc énorme. Et du coup, le 2, c'est vrai que j'attendais un truc encore plus grand où... Avant, c'était l'affrontement des terriens qui arrivaient et qui se battaient contre un peuple. Mais là, je m'attendais à que ce soit la planète entière, où les peuples de Pandora allaient s'allier pour se battre contre les humains. Et je m'attendais vraiment à une histoire un peu grandiose, grandiloquente, où tu faisais... T'avais vraiment l'impression de regarder la grande histoire, quoi. Et finalement, l'histoire, c'est quoi ? C'est que le méchant, il revient, donc comme je t'ai dit tout à l'heure... un peu en claquant des doigts par magie, tu vois, c'est pas vraiment lui, mais c'est sa conscience et tout, enfin voilà. Et finalement, en fait, l'histoire, c'est juste une histoire, il a envie de se venger de Jake, et c'est tout. Et Jake fuit, et du coup, il importe le conflit ailleurs, mais au final, il n'y a pas de guerre qui démarre, etc., même s'il tease du coup à la fin. Et du coup, je t'avoue que j'ai eu du mal à être pris par l'enjeu, parce que je me disais, là, après Avatar 1, où c'était un gros morceau de l'histoire, là, t'as l'impression de suivre une quête annexe, en fait, la petite histoire, et tu sais que ça va grossir par la suite, mais du coup, j'ai fait merde. Moi, quand tu vas voir un James Cameron, tu vois la grande histoire, quoi. Tu vois le Titanic, tu vois Avatar, c'est des gros moments. Et là, j'ai vraiment eu cette sensation, et c'est ce qui m'a un peu... J'ai eu du mal, en fait, à rentrer dans les enjeux de ce film à cause de ça. Parce que j'avais vraiment l'impression, et je me dis, putain, ça passe d'une guerre à un conflit entre deux types, une histoire de vengeance. Et alors il y a la famille qui est mêlée et tout, c'est un peu plus intimiste, on va dire, mais j'ai fait merde. Voilà, c'est le ressenti principal que j'ai eu et qui m'a un peu déçu, mais encore une fois, c'est parce que j'avais des attentes à ce niveau-là, et peut-être que justement le film va mûrir dans ma tête quand je le reverrai et tout, et ça passera mieux déjà. Mais voilà. Principalement, c'est le premier truc qui me saute aux yeux quand je suis sorti du cinéma, c'est à ça que je pensais, quoi. Ok. Donc voilà, toi, ton avis là-dessus, ou sinon tu veux que je continue sur ce que je pense du film ou... Je te rejoins sur pas mal de points. Donc, bon, pire, ouais, je vais te dire... En fait, moi, je te rejoins sur pas mal de points parce que j'ai eu des moments où j'ai trouvé que c'était long. Je trouve que le film joue beaucoup sur l'observation, sur l'observation maritime. Ça, moi, j'ai adoré. Et c'est magnifique. Ah oui, t'as l'impression d'être dans un aquarium. Mais même, moi, j'ai adoré parce que je trouve qu'aujourd'hui, on a des films qui vont à 100 à l'heure et qu'il n'y a plus d'exposition, c'est les scènes d'action qui s'enchaînent, etc. Et là, putain, mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien, moi, quand ils arrivent dans la tribu de l'eau et qu'ils passent, je sais pas, ça dure au moins une demi-heure, même peut-être plus, où c'est de l'exposition, où tu les vois en train de se mélanger avec la population, à essayer de vivre avec leurs coutumes, à essayer de nager. T'as des scènes où c'est vraiment juste de la beauté, où t'es en train de nager avec eux dans l'eau et tout. Ça, mais j'ai surkiffé. Mais par contre, j'ai ressenti des longueurs, à l'inverse, pendant les scènes d'action. Parce que les scènes d'action, en fait, je les trouvais très génériques. Quand ils sont en train de se bastonner avec les robots, quand ils se bastonnent dans le bateau qui est en train de couler à la fin... Je fais putain, ça on l'a vu 1000 fois. Ok. Et c'est là que je me suis fait chier finalement. C'est dans ces scènes d'action que je trouvais beaucoup plus génériques. Mais par contre, toutes les scènes d'exposition, peut-être que oui, il y en a qui vont trouver ça un peu lent, un peu. Mais moi je fais putain, ça m'a fait du bien parce que ça on n'a plus l'habitude de le voir et ça fait kiffer. On en avait parlé quand on a regardé la Snyder Cut. J'adore ces moments où on prend le temps, mais juste de observer comme c'est beau, observer la poésie qu'il y a dans une scène, observer. Ça j'ai kiffé. Et alors que les scènes d'action. Oui. C'est ce que, de toute façon, c'était le but clairement de James Cameron, c'était que à travers cette beauté visuelle, arriver à nous transcender une émotion quand on regarde en fait les fonds marins. Là, c'est pas les fonds marins de la Terre,
mais c'est un peu le but, parce qu'on reconnaît en fait les animaux qu'on voit, on peut les comparer à des animaux marins, comme les baleines. Tu parlais des baleines. Alors c'est les taurouks, je crois, ou les je sais plus le nom exact. Mais ils sont un mélange après entre un dinosaure et une baleine. Mais on les compare clairement à des baleines, sans aucun souci. Et du coup, ça marche en fait. Je pense l'amour qu'il a pour l'océan. Et c'est aussi, moi en tout cas, ce que j'attendais de lui, c'est que quand tu regardes le film, tu l'as aussi, quoi. Tu t'apprécies voir ça, t'apprécies voir ces fonds marins. Après, je pense là où c'est juste, c'est vrai que c'est dans les moments d'action où c'est très beau, même par exemple le début où quand tu vois les terriens arriver sur Pandora. Ça par contre j'ai adoré. Donc, ça faisait très Star Wars. Ouais. Moi je trouve que ça faisait très Star Wars, le côté obscur qui débarque sur une planète. Ah oui, c'est exactement ça. Moi ça j'ai bien kiffé. Ils brûlent tout là quand ils arrivent. C'est ça. Ouais. Par contre pareil, je trouve que il manque. Alors pareil, enfin je le revois. Faut jamais juger une bande son au premier visionnage. Mais je trouve que, à part les thèmes qu'il y avait déjà dans le 1, donc de James Horner, et d'ailleurs, James Horner, excusez-moi, mais dans Titanic, on en a parlé de James Horner, et pourtant je l'avais sur ma petite fiche de notes, mais James Horner est décédé en 2015 d'un accident d'avion, et ça, on n'en a même pas parlé dans le truc de Titanic. D'accord. Et donc voilà, ils ont réutilisé des thèmes du 1, le thème quand il y a un truc triste, à une musique assez cool, je trouve. Il y a certains moments d'exposition qui réutilisent le thème principal d'Avatar, mais globalement, c'est peut-être... En plus, on sort de Titanic où les musiques sont vraiment ouf. Et je t'avoue qu'à niveau musique, ça fonctionne, ça fait le taf, mais j'ai pas été marqué de dingue. Après, voilà, comme je le dis à chaque fois, la musique, un premier visionnage, c'est souvent que t'es pas marqué de toute façon et que ça vient peut-être par la suite, donc ça à voir. Ouais, après si c'est vrai que les musiques ont une grosse importance pour les films. Et là, moi c'est pareil, là j'ai pas de musique qui me vient en tête. Mais ouais. Voilà, mais en fait le truc c'est que moi c'est le sentiment que j'ai eu à la fin du film. C'est que j'ai l'impression que par rapport au 1, le 1 il pouvait se suffire à lui-même, bien sûr. Ce qui n'est pas le cas du 2. Il ne suffit pas à lui-même, donc tu finis le film avec un sentiment, malgré qu'il y ait eu des moments longs, moi ça me gêne pas, de... Moi j'aime bien. Mais je pense que oui, mais je pense que du coup les sentiments de longueur qu'on a, c'est volontaire de la part de James Cameron, parce que il peut pas tout donner en fait sur celui-là, et qu'il en garde en fait sous le coude pour la suite, et que du coup les moments qu'on attendait un peu épiques, parce que il n'y a pas eu de moment d'action terrible, clairement, il les garde pour la suite. Et c'était pas là-dessus. Ça sent que la guerre va augmenter avec les films. Ouais, c'est ça. Mais je t'avoue que oui, moi. Après, c'est pour ça, on jugera la saga après une fois qu'elle sera au complet, de toute façon. Mais voilà, pareil pour les enfants de Jake et Neytiri. Je t'avoue que je sentais que il y en avait un qui allait mourir, et comme il y avait vraiment un enfant qui était quasiment inutile, parce qu'on on traite vraiment que l'enfant qui est un peu qui se fait bolosser de partout. Alors lui, il a vraiment un traitement de ouf. T'as la petite qui est toute mignonne, t'as la grande sœur qui, elle, tu sens qu'il y a un mystère derrière elle, il y a le petit Mowgli, et puis t'as l'autre, le frère inutile, le frère parfait qui... Les frères prodiges, ouais. C'est ça, mais qu'on voit presque pas, qui est inintéressant au possible. En plus, j'avais du mal à les différencier entre les deux frères, du coup. Ok. Ouais, niveau physique, je les mélangeais, en fait. Et après, au bout d'un moment, je me suis habitué aux voix, et du coup, j'ai arrivé à faire la différence. Mais sinon, c'est vrai mais du coup, ça se sentait qu'il mourait. Et du coup, c'est vrai que quand il est mort, comme c'était le seul enfant, finalement, qui ne m'avait pas touché, parce qu'on ne le voit quasiment pas dans le film, je t'avoue que je m'en foutais un peu. Après, t'es touché, parce que Neytiri... Après, c'est ce qui m'avait touché, moi, dans le 1, parce qu'elle était très... je trouve elle a un truc très sauvage. Quand elle crie, quand elle pleure, tu sais, elle se met à crier vraiment. Et ça me touche. Et donc, il y a peut-être ça qui a joué un petit peu, mais globalement, ils auraient tué un autre des enfants, ça m'aurait peut-être un peu plus touché, tu vois. Là, j'ai fait, mince, je le voyais un peu venir. Et je pensais qu'il allait y avoir plus de... Je pensais même qu'ils allaient mourir un peu plus tôt. Parce qu'il y a plein de moments où t'as le méchant, il a le flingue braqué sur eux, tu te dis, bon... Le mec, il arrête pas de tuer tout le monde sans poser de questions. Mais alors, les enfants de Jake, son ennemi juré, là, il met toujours un peu de temps et à chaque fois, il se loupe, du coup.
Ouais, bah tu vois, moi j'étais pas sûr. Parce que vu que le premier Avatar finit quand même un petit peu à l'eau de rose, c'est un peu une happy end, il n'y a pas de truc. Bah, il y a Grace quoi, qui meurt, mais sinon, oui. Il y a Grace qui meurt, ouais. Il y a Grace qui meurt. Bon, après, ouais, c'est vrai. Mais je trouve que là, pour le coup, qui est un des enfants qui meurt, je pensais que ça allait être trop dramatique pour Avatar. Ah ouais? Okay. Ouais. Moi, dans le 1, le truc qui m'avait le plus touché, justement, c'est avec Neytiri, quand les Terriens, ils commencent à tout détruire sur sa planète. Et qu'elle voit, et qu'elle constate, les arbres comme là, au se début, faire broyer, etc. Au début du film. Voilà, comme au début du quand film. Quand tout brûle, c'est ça. Et ça m'avait vraiment touché dans le 1, mais pas au premier visionnage, mais aux autres. Ok. Ça m'avait vraiment touché. Et là, reproduit un peu la même chose, mais du coup avec son fils, quoi, hein, forcément. Peut-être ça me touchera plus tard, peut-être ça me touchera après. Mais là, c'est vrai qu'au premier visionnage, j'ai pas été tant touché que ça, quoi. Cette haine viscérale qui sort d'elle, je trouve que c'est. Je trouve que c'est génial. Ouais, pour le coup, moi, c'est pas le. Ouais, j'avoue, c'est pareil. C'était Neteyam qui s'appelle, le fils qui est prodige, qui est décédé, du coup. Bon, j'étais pas trop accroché à lui, mais ce que je trouve intéressant, par contre, c'est du coup, ouais, c'est le comment la famille se comporte une fois que lui est mort. Et déjà, Jack, quand il s'adresse à Loak, donc le fameux fils. Comment dire, un peu paria, hein, comme l'une des baleines, là, et qui lui dit t'en as déjà fait assez, comme si c'était sa faute si son frère était mort. Je me suis dit mais c'est horrible, c'est horrible quoi, parce que en fait malgré tout, et ça qui était assez intéressant en fait dans cette histoire de famille, c'est que Loak il passe vraiment pour le fils pas indigne, mais qui ne fait pas assez d'efforts pour s'intégrer, alors qu'en fait, Jack ne s'en rend pas compte, mais c'est lui qui s'intègre le plus. C'est lui qui est le plus intégré par ce qu'il fait, du fait d'être avec la baleine, de s'intéresser à la baleine, etc. Il paraît en fait en apparence être comme d'habitude, alors que pas du tout. C'est le plus intégré. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est que malgré les apparences, en fait, Jack se trompait sur son fils. Il s'en rendait pas compte, en fait. Il était totalement aveuglé. Il y avait que l'aîné qui paraissait être le plus légitime, alors que là, c'était pas le cas. Dans le clan de l'eau, c'est Loak qui s'en sort le mieux. Et j'ai trouvé que c'était pas mal. C'est vrai. Du coup, l'histoire de famille m'a plutôt touché dans ce sens-là. Ok. Voilà, par rapport à Loak. Ouais, ok. Et ça, après, le personnage de Loak est plutôt cool, hein. C'est vrai que très classique, encore une fois, c'est le personnage que t'as déjà vu mille fois. Ouais. Même la relation avec Jake, du coup, c'est du vu et revu. Mais on le sait, c'est James Cameron. On le sait, c'est pas grave, en fait. T'es là pour autre chose, on va dire. Donc ça, il y avait pas de souci. Mais c'est vrai que j'ai bien aimé le personnage. À voir comment il va évoluer, parce qu'il a déjà un petit crush pour la fille des deux chefs, là, du truc. Ouais. Et ça, pareil, j'ai fait, oh putain, c'est... Quand ils arrivent et puis qu'elle sort de l'eau et t'as une petite musique, il est en train de la regarder et puis elle vient le défendre. Arrêtez de vous moquer de lui. J'ai fait putain, ça aussi je l'ai vu 10 000 fois. Ça. Mais par contre, ils finissent pas ensemble dans ce film. Mais à mon avis, bon voilà, ils vont finir ensemble. Hein, ouais. À moins d'un retournement de situation. Mais après c'est ça qui est marrant avec James Cameron, je trouve quand même, c'est qu'il prend des risques de ouf niveau technique, niveau budget, mais à l'intérieur de ces films, putain, c'est des trucs tellement classiques. C'est marrant, je trouve, en fait, c'est limite, voilà. Moi, vraiment, ce qui m'a dérangé, c'est pas cette narration classique, parce que j'ai bien aimé les personnages globalement, hein, mais comme je te disais, c'est vraiment l'impression de... Et encore, il n'y aurait pas eu le 1, ça se trouve, il serait mieux passé, ce 2, en fait. Parce que là, le 1, c'est que le 1 nous... C'est un peu l'effet que ça m'a fait quand tu regardes la trilogie du Seigneur des Anneaux, où t'assistes à la destruction de l'anneau, quoi, avec Frodon, Gandalf, enfin tous les personnages de ouf, la guerre pour le Mordor et tout le bordel. C'est un événement majeur, tu vois. Et qu'après tu regardes la trilogie du Hobbit, et là t'as l'impression que c'est une toute petite histoire. Moi je te jure, c'est un petit peu en dessous. Ouais. T'as l'impression de pas suivre la vraie grande histoire, tu vois. Voilà, c'est ce que par exemple je trouve que Star Wars a bien réussi à faire quand ils ont sorti la trilogie originale avec Luke, Leia et tout. T'avais l'impression de vivre la grande histoire, le moment où on a réussi à détruire l'Empire. Et avec la prélogie, il a réussi, en augmentant les enjeux politiques, etc. Je trouve qu'il a réussi
a donné autant d'intérêt à la prélo qu'à la trilogie originale, je trouve. Et c'était un peu la difficulté qu'il y avait après pour la post-lo, c'est que t'as l'impression qu'on connaît déjà la vraie grande histoire, et du coup raconter autre chose, c'est que des petites histoires, tu vois. Et là, dans Avatar, j'ai eu un peu ce sentiment, quoi, de mince, j'ai déjà connu la grosse histoire, et là, je sens que la grosse histoire va arriver dans les films d'après, mais là, le film que je vois, c'est une petite histoire de vengeance, finalement. C'est ça, c'est un peu moi le sentiment un petit peu aussi que j'ai eu, à la fin du film, c'est exactement ça, c'est que c'est un petit peu en dessous d'Avatar 1, et même à un moment, je me suis demandé, je suis très content, comme on le disait au début, de l'avoir vu au cinéma, parce que au cinéma, en 3D, c'est splendide, et il y a un truc qui se passe, c'est pas, le film m'a pas transcendé émotionnellement, limite, Avatar 1 m'a plus ému que le 2, j'ai envie de dire. Et du coup, mais c'est pour ça que je me suis posé la question, mais est-ce que le 2, j'ai envie, et tu vois, c'est très paradoxal, parce que j'étais en train de me dire, non, je prendrais pas le Blu-ray parce que je vois pas l'intérêt en fait de le revoir sur ma télé. Je le vois, je vois moins l'intérêt. Mais après pour les bonus, c'est ça qui pourrait me faire craquer. Bien sûr. Et du coup, c'est paradoxal, c'est vraiment le côté technique qui peut faire que je prends le Blu-ray, mais pas pour l'histoire. Alors que Avatar 1, c'est pas le cas. Je l'ai pris, et c'est pour l'histoire. Même si... alors pas que, évidemment, l'histoire, parce que ça reste une histoire classique, mais parce que t'as l'univers, etc. et tout. C'est ça. Mais je pense que, c'est vraiment... et malgré tout, il réussit quand même son coup. C'est que c'est la suite qui va être intéressante, je pense, et on a quand même envie, je pense comme tu le disais toi aussi, de la voir cette suite. Ah non, mais bien sûr. Ça donne envie quand même. Non, il tease un peu. C'est ça. Moi j'ai passé un très bon moment au cinéma, tout ça, il n'y a pas de souci. Après on parle juste notre ressenti sur cet épisode, on va dire, mais après moi comme je t'avais dit depuis le début, moi ce que j'aurais espéré c'est que James Cameron en fait quand il revient au cinéma, ce soit avec un nouveau truc en fait. Et limite, en fait, il laisse, s'il y a des suites, il les laisse à d'autres. Mais lui, c'est dès qu'il arrive, boum, t'as Titanic, boum, t'as Terminator, boum, t'as Avatar. Il arrive et il crée un univers. Et moi, c'est ce que je voulais à la base. Donc, dans tous les cas, forcément, s'il fait une suite, je m'attendais pas. C'est le même univers. Donc, comme c'est l'intérêt principal de ces films, je trouve, c'est de découvrir un monde qu'il a créé, que ce soit un fait divers comme pour le Titanic, tu vois, où il a créé tout cet environnement, c'est le bateau, tout ça, et pour Avatar, un monde entier. Enfin, c'est ça aussi, moi, l'intérêt principal. Donc, dès le départ, de toute façon, quand ils ont annoncé une suite, je me suis dit, ça va être intéressant parce que c'est James Cameron, mais il y aura pas ce truc de base, tu vois. Dans tous les cas, c'est sûr qu'il n'y aurait pas ça. Donc, et après à voir, parce que pareil, une saga, c'est ce qu'on disait pour Star Wars, une trilogie, une saga, ça se juge réellement une fois que tu as toutes les pièces en main. Et donc Avatar sera pareil. En plus, Avatar, c'est quand même sûrement le dernier projet de sa vie au cinéma, à part s'il a des plus petits projets, mais on va dire un dernier gros projet, tu vois, au cinéma. Donc je pense qu'il est très confiant sur les suites et tout, je pense qu'il a quand même quelque chose à raconter, donc ce sera une saga qu'il faudra vraiment juger une fois qu'elle sera terminée et qu'on aura tous les films à disposition. Et voilà, parce que par exemple Star Wars, tu me fais mater que l'épisode 1 par exemple, je te dis bon, sympa, mais bon, l'univers est cool, mais bon, l'histoire un peu basique. Et c'est en regardant par exemple la trilo que là tu fais putain, c'est trop bien quoi. Et en plus, la comparaison à Star Wars est intéressante parce que c'est ce qui joue dans Star Wars, c'est la famille à chaque fois. C'est les personnages, c'est les liens familiaux. Et là, on est sur la même chose. Tu sens qu'il a posé des bases. Moi, je te dis, je suis impatient de savoir un peu est-ce qu'il y a un petit mystère, tu vois, sur sa fille adoptive, qui est la fille. Alors alors la fille adoptive, ça c'est intéressant. Et alors comment elle s'appelle? C'était Kiri. Kiri, ouais. Ah, c'est la fatigue, on commence à fatiguer. Kiri, moi j'ai la sensation, t'as vu, c'est un peu la raie de... oui, c'est trop Avatar. Ça, la meuf elle a des pouvoirs de ouf, mais c'est la fille de Palpatine à mon avis. Et exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est pour ça, ils vont faire un crossover maintenant que Avatar. Et d'ailleurs un truc qui est très marrant,
c'est que dans tous les retours que j'ai pu voir, etc., ça parle pas beaucoup de Disney. Alors que c'est Disney derrière encore. Hein. Oui, c'est vrai. Ça a été racheté, la Fox et tout, donc... Mais bizarrement, là, je sais pas, ça en parle pas trop. C'est vrai. Cracher. Dès qu'un truc est mauvais, là, par contre, on va monter Disney en haut. Mais quand c'est bien, quand il y a quand même, là, il y a une prouesse, on va dire, quand même cinématographique, technique. Bon, là, c'est pas Disney, c'est James Cameron, c'est lui le leader. C'est James Cameron, c'est ça. Mais du coup, c'est vrai que je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire avec ce personnage qui semble ultra connecté du coup à Eywa. Je kiffe ce nom, Eywa. Tellement épique, tellement spirituel. J'ai l'impression qu'elle vient de là. Et j'ai l'impression qu'en fait c'est un peu l'élu de la force, quoi. Non, et c'est vrai en plus. C'est Anakin. Elle est née de Eyma. Ouais, c'est ça. C'est Eywa. Elle voit que il y a une grosse menace qui arrive sur sa planète, et du coup, comme Anakin a été créé par la Force pour rendre l'équilibre à la Force, quoi. Là, c'est un peu ça. T'as l'impression qu'elle a été créée par Eywa pour aider le peuple à affronter les humains. Ouais. C'est clair. Quand tu vois, c'est clair. Quand tu vois les pouvoirs qu'elle a, ça paraît. Une connexion un peu. Elle fait même une crise d'épilepsie à un moment. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, un truc que j'ai adoré dans le film. Pour expliquer, donc c'est quand il parle des baleines justement, enfin des Turok ou je sais plus quoi là, et qui dit qu'ils ont des terminaisons nerveuses beaucoup plus développées que les Navy ou que les humains, et du coup c'est ce qui leur donnait une approche beaucoup plus spirituelle des choses, qu'ils arrivaient à comprendre en fait des choses que nous on n'arrive pas à comprendre, et ça c'est vrai que ça me fascine. Moi je suis pas un grand spirituel ou truc comme ça, mais j'aime beaucoup me dire qu'on perçoit la réalité grâce à nos sens. Donc ça c'est un fait. Et du coup on perçoit la réalité de certaines façons et on a l'impression que c'est les limites en fait, parce que c'est nos limites à nous. Mais rien que par exemple il y a des animaux qui ont des visions, je dirais pas nocturnes, mais des visions, je sais plus comment on appelle ça, tu vois, des ultravisions, je sais plus comment on appelle ça. Enfin bref, où il y a d'autres façons de voir en fait la réalité. Non, même pas un sixième sens, mais il y a juste, nous, on voit t'as l'impression que c'est la base, ce qu'on est en train de voir, les couleurs qu'on voit, tout ça. Mais il y a des animaux qui ont des yeux qui voient différemment, et qui, du coup, ils voient, eux, la réalité totalement différemment. Et du coup, je t'avoue que j'ai adoré ce petit truc de dire que si on avait plus de connexion, enfin, plus de terminaisons nerveuses, donc, des trucs qui nous permettent de ressentir des choses, des cerveaux beaucoup plus gros, en fait, on serait pas forcément juste plus intelligent, mais peut-être qu'on arriverait à palper des choses de la réalité que nous-mêmes on n'arrive pas, ou qu'on a besoin d'outils, tu vois, pour pouvoir les calculer, pour pouvoir les percevoir, les ondes radio, les trucs comme ça et tout, tu vois, on les perçoit pas, on les voit pas avec notre corps à nous, mais c'est des choses qui existent et du coup, moi j'ai adoré ce truc de relier la spiritualité à ça et de donner une explication sur des choses qu'on ne pourrait pas s'expliquer nous-mêmes, mais j'ai trouvé ça très cool. Ça fait un peu une sorte de petite approche scientifique et ça laisse un peu des fantasmes dans la tête, et moi j'aime bien. Voilà. Ça me fait penser à un bouquin, en plus je l'ai devant mes yeux là. C'est L'intelligence animale, ça s'appelle. Et justement, en fait, ça démontre pas mal des différences évidemment entre les humains et les animaux, mais ça démontre en fait comme un peu des super pouvoirs qu'ont les animaux. Et comme tu le dis là, ça paraît totalement improbable. Alors là, je pense à un truc, genre les mouches à voix à 360 degrés. Oui, de toute façon, mais rien que nous, ça paraît, si comme les je sais pas, comme un cheval, si on avait nos yeux au lieu qu'ils soient sur notre face avant et qu'on avait des yeux sur les côtés, on verrait déjà le monde différemment. Ouais. Donc ça, c'est de toute façon d'où sont placés nos trucs. Enfin, moi, je trouve ça génial de juste prendre du recul par rapport à ça. Et même moi, une info, alors je sais plus si j'en avais parlé en podcast ou pas, c'est possible. Vous me direz si je radote. Mais une des infos qui m'a mis le plus sur le cul de ces dernières semaines, c'est que il y a aussi une intelligence végétale, et que par exemple dans la savane, les girafes donc mangent des feuilles dans les arbres, mais ils sont obligés de tout le temps marcher, parce que quand ils commencent à manger les feuilles d'un arbre, et en fait il y a une sorte de connexion entre tous les arbres du secteur qui se préviennent qu'il y a un danger, et du coup dégagent
un gaz qui fait fuir les girafes et qui rendent en fait les feuilles avec un mauvais goût, etc. et possiblement toxique et tout. Donc les girafes sont obligées de marcher. Et c'est ça que j'ai trouvé fou. C'est pas juste l'arbre sur lequel t'es en train de croquer qui du coup dégage un truc. Parce que je crois que c'est pareil pour l'herbe. Tu sais, quand tu tonds ta pelouse, il y a une odeur qui sort. Et ça, j'avais vu que c'était pareil, c'était pour se protéger. Alors je sais plus exactement pourquoi, mais cette odeur attirait d'autres prédateurs qui venaient chasser ceux qui étaient en train de brouter l'herbe, tu vois. Il y avait tout un délire comme ça. Et là, pour les arbres, pour les girafes, c'est pas que l'arbre qui est en train de se faire bouffer, c'est tous les arbres sur, je sais plus, je crois que c'est 1 kilomètre à la ronde. Tous les arbres, comme si ils se transmettaient le message via Skype et ils se disaient dégagez les gaz parce qu'on est en train de se faire cogner, on est en train de se faire bouffer. Et ça, j'ai trouvé ça passionnant. Et ça, on l'a vu en analysant du coup pourquoi les girafes, au lieu de rester bouffées, alors qu'il reste plein de feuilles sur tous les arbres dans un secteur, pourquoi elles n'arrêtaient pas de marcher toute la journée. Et c'était ça l'explication, et je trouve ça ouf, quoi. C'est Aiwa, mais c'est Aiwa qui fait ça. Non, mais c'est vrai en plus. Je trouve ça... Aiwa sur Terre. Mais je trouve qu'il y a un truc qui nous échappe. Il y a un documentaire. J'aime bien, moi. Il faut qu'on se le regarde, parce que c'est vrai que ça. On en avait déjà parlé, je sais plus quand. On en avait déjà parlé en off, je me rappelle. C'est sûr, parce que c'est La vie secrète des arbres, le livre. Et il y a le film, il y a le documentaire. Et ça parle de ça. Ça parle même du fait que dans une forêt, s'il y a un arbre qui a besoin de nutriments, et ben les autres arbres, via les racines, vont lui donner les nutriments nécessaires. Oui, mais je l'ai c'est vu complètement ça, dingue. Où il y a des arbres totalement blancs à certaines zones du monde. Je sais plus dans quoi c'est. Je crois que c'est les forêts de séquoia aux États-Unis où il y a des arbres totalement blancs. Et on s'est toujours demandé pourquoi ils étaient blancs. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un peu ça. Ils servaient. Mais c'est toi qui en avais parlé dans ton Wivo Info, non? C'était pas ça? Dans le Wivo Info, je sais plus. Peut-être. Je sais plus. Bref, je sais qu'on en avait parlé. Et en gros, c'est un arbre qui servait en gros de protecteur pour toute la forêt. Et on savait pas comment ils arrivaient, comme s'il y avait une organisation entre les arbres ou je sais plus quoi. C'est ça. Il y a une intelligence qui est différente, évidemment, de l'homme, mais et c'est assez dingue. Ce partage, je sais pas. C'est vrai que c'est assez fou. Et bon, c'est vrai qu'on parle souvent des animaux, mais c'est vrai que les plantes. Le documentaire doit être intéressant. Je mange plus de viande et je mange plus de légumes ni de fruits. Voilà. Bah oui. Donc tu manges plus. Je mange des trucs intelligents. Là, en fait. Je mange du plastique. Je me nourris exclusivement de plastique. Le plastique que t'as pris dans l'océan. Oui, c'est pour sauver les animaux marins. Ça, je sauve voilà. Et puis je mange les poches plastiques, Carrefour, Leclerc, tout ça quoi. Ouais. Bah c'est nutritif. Hein. C'est nutritif apparemment. C'est ça. Ah ouais, c'est intéressant. D'ailleurs, on dit ça en rigolant, mais James Cameron, au-delà de parler de la famille, dans son film, il a clairement voulu parler de l'océan. Et il y a quelques petites subtilités. À un moment, tu sais, les baleines, les chasseurs de baleines, quand tu vois dans le film, jouent avec un truc qui fait oh mince, j'ai plus le mot. Des ultrasons. Tu sais? Oui, exactement. Voilà. Et ça, alors je pense, on verra s'il en parle en Blu-ray. Un peu comme il l'avait fait donc pour Avatar 1 et les Raoni et toute l'histoire. Il avait expliqué le rapport à la réalité. Et je pense que là, il fera la même chose avec les baleines, parce que les animaux marins, ils subissent ça. En fait, ils subissent les bateaux créent des ultrasons et en fait empêchent l'écolocalisation des animaux marins, et les baleines sont obligées sur leur zone de migration, elles sont déviées. C'est pour ça qu'on en retrouve. Justement, il y avait un orque il y a pas longtemps dans la Seine là, à Paris. Tout à fait, ouais. Et tu te retrouves avec des trucs comme ça où il y a des animaux qui se perdent en fait. Et c'est vrai. C'est ça. Ils peuvent plus déjà se déplacer, et même pour communiquer entre eux, et ils peuvent plus avant. Alors je sais plus il y a de toute façon ça sera beaucoup plus simple de vous conseiller. Même tu pourras le regarder, parce que je sais pas si tu l'avais vu. C'est nos amis les lobbies. Donc c'est des youtubeurs qui font des vidéos un peu sur l'environnement, à chaque fois un peu sous forme humoristique. Et ils ont fait un truc sur l'océan, et ils parlent de ça, en gros de 5 choses qui font que les animaux marins sont en train de disparaître. Et ils parlent justement de ça, de ces problèmes là au niveau de la communication entre les baleines, entre les animaux, enfin les mammifères marins, donc les baleines, les dauphins, etc. Et du fait qu'ils sont obligés d'être beaucoup plus proches pour communiquer, parce que à cause des transports maritimes,
quand ils sont trop loin, ça ne marche plus. Leur dialogue ne marche plus. Et donc il y a plein. Alors il parle pas que de ça. Après il parle de déchets, il parle d'autres choses. Donc je vous conseille d'aller voir la vidéo. Je pense que James Cameron serait heureux qu'on conseille d'aller voir nos amis les lobbies qui disent des trucs intéressants en fait. On se rend pas compte des fois des impacts sur la faune maritime. Il y a des trucs qu'on connaît en fait. Le réchauffement climatique, on sait que ça a un impact, mais il y a des trucs un peu plus moins connus, j'ai envie de dire. Même l'engrais en fait dans les sols joue sur l'océan. D'accord. On connaît les déchets, on connaît l'acidification de l'océan, mais genre l'engrais dans l'agriculture intensive sur l'impact dans l'océan, moi je le connaissais pas forcément. L'écolocalisation du fait qu'ils sont obligés de se rapprocher pour parler. Donc je pense qu'il y a certains détails qui met James Cameron, c'est pas anodin. Même le fait que on s'attache à la baleine, tu sais, et après, un peu plus tard, on est en train de creuser dans la gueule de la baleine pour récupérer, tu sais, la fameuse graisse. Ça m'a. Alors, je sais pas s'ils font ça pour les baleines dans la vraie vie, mais ça m'a beaucoup rappelé pourquoi les éléphants d'Afrique, etc., se font chasser. On tue des éléphants juste pour récupérer les défenses. Et pour des trucs totalement cons en plus. Les défenses des éléphants, je crois, elles sont récupérées parce que ça serait un truc pour bander, tout simplement. C'est un truc, c'est symbole de virilité, etc. Et du coup, on chasse les éléphants pour leurs cornes et pour cette raison-là. Tu vois, c'est même pas genre dans le film. C'est vrai que c'est tentant. Si tu arrêtes le vieillissement des cellules, je peux comprendre. Voilà. Sur Terre, mais sur Terre, c'est juste pour bander, quoi. Juste pour bander, on tue des putains d'éléphants, quoi. Et on les massacre. C'est pas qu'on les tue, c'est qu'on les massacre. Et c'est hallucinant, juste pour bander, quoi. Mais allô, quoi. Putain. Ça me révolte, mec, ça me révolte. Ça se voit. Mais ça, c'est les bandits, James Cameron. Les mecs qui arrivent plus à bander, de toute façon, il faudrait les zigouiller. C'est le problème. À mon avis, tous les hommes qui font de la merde, c'est le problème, en fait. Après, même le truc des baleines, c'est pas anodin parce qu'on utilise de la graisse de baleine pour des cosmétiques. Okay. Donc là, c'est un peu. Mais là, c'est utile. Là, c'est utile, mec. C'est utile. Là, c'est utile. Là, je comprends, là. Je comprends. Après, comme tu dis, t'as déjà l'analogie, mais je trouve que même émotionnellement, ça fait bizarre en fait, d'être attaché à une baleine et d'un coup, il y a un côté un peu. Je trouve qu'on se rend pas compte, on mange de tout le monde. Ça, de toute façon, oui, c'est toujours. Il y a beaucoup de personnes qui mangent de la viande, mais on n'est pas capable en fait de. Enfin, la plupart des personnes ne sont pas capables de tuer. On pourrait pas tuer son chien pour le manger. Sa propre viande. C'est ça. Mais ça, c'est sûr. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de noms de viande qu'on essaye de différencier de l'animal, tu vois. Tout à fait, ouais. Ça devient. C'est comme si c'était autre chose, quoi. Tu te rends plus compte de c'est clair. De l'amont qu'il y a eu avant. Si je devais tuer un poulet pour manger mes cuisses de poulet, je mangerais beaucoup moins de cuisses de poulet. c'est vrai, quoi, en plus, quoi. Ah oui, non, mais c'est clair. Donc, mais je trouve que à travers ce moment-là, où du coup c'est assez triste, limite c'est plus triste que vrai, en plus. Le grand frère. C'est vrai. La maman baleine qui meurt. C'est qu'elle meurt un peu gratos, quoi. Elle meurt par la connerie. Peut-être le petit qui est à côté. Oui, en plus, c'est vrai. Ouais. Mais je pense qu'il a fait exprès, James Cameron. Il est malin. Il a voulu passer la baleine avant le Navy. C'est ça. Avant l'humain. Alors moi, je t'avoue que je me suis un peu perdu, moi, avec toutes ces baleines. C'est pour ça que j'aimerais bien le revoir aussi une deuxième fois. Du coup, j'ai confondu un peu avec le paria, avec les. Parce que c'est un peu la même scène quand on voit le souvenir du paria. C'est un peu la même scène quand l'autre baleine se fait tuer aussi. Et, tout à fait, ouais. C'est vrai que je mélangeais un peu les trucs au premier visionnage. Là, Ah, ok, ouais. Ok, ouais, parce qu'ils avaient fait ça pour faire comprendre qu'en fait le chasseur de baleines, c'était vraiment lui qui avait attaqué la baleine paria, quoi. C'était vraiment le même, quoi. Et d'ailleurs, elle se venge à la fin, elle lui coupe le bras. Oui, clairement, elle a perdu une nageoire. Tu sais, quand tu vois le collé contre le truc, tout le monde dit, oh là, ils vont pas le faire. Et il l'a fait, quand même. Il a fait un démembrement. Ouais. Ça, clairement, tu vois, c'est un truc qui manque dans la saga Disney de Star Wars. C'est qu'il n'y a pas de démembrement. Alors que t'es avec des sabres laser, des trucs que tu peux cauteriser directement, donc il n'y aura pas de sang ni rien, mais ils font pas de démembrement. Et ça, je fais non. Mais surtout que, tu as vu, c'est volontairement pas gore. Il y a un côté volontairement un peu tout public.
t'as des flèches, t'as des fusils, il y a jamais des fusions de sang, Oui, il y a bien jamais sûr, tu vois c'est rien. un dé de gore Et là qui le commence. démembrement, Ouais. ouais mais du coup le démembrement il est encore plus En plus, impactant. tu le vois venir. Tu t'y attends pas du tout. Ah si, tu ouais, t'y attends. en plus tu le Ah bah vois si, venir. tu t'y attends de ouf. Quand il y a la Là, main oui et mais que- pas le voir. tu vois que la chaîne, ouais. la chaîne, elle vient de d'éventrer un bateau entier. Et elle arrive contre son bras. Tu sais Ouais mais que, tu te dis il va pas voilà. le faire ouais. Oui, c'est Ouais ça. voilà c'est ça, il t'a fait languir pendant 2h40 de film, t'as aucun truc gore et là tu vois un bras voler. Ouais, moi j'ai Voilà. moi, j'ai bien kiffé. Parce que Ah bah oui c'était beau. c'est beau. C'est beau moment. On veut du C'est beau. démembrement. C'est ça qui est bon, quoi. Mais ah ouais, mais moi j'ai kiffé par contre le fait que la baleine paria, je trouve que c'est très épique ce moment Ouais, où elle exact. démontre un peu l'intelligence qu'elle a Mhm. et cette vengeance en fait. Je croyais même qu'elle allait et ça fait mourir. encore penser aux éléphants. Je croyais qu'elle allait mourir. Moi. Hein? Je croyais qu'elle allait mourir quand Ouais. elle se jette sur le bateau et C'est qu'après vrai. elle est échouée sur le bateau. Et en fait, non, C'est elle vrai. arrive à survivre et puis elle remet ça après en plus. Bah ça fait penser un peu à ce vieux dicton. Alors je sais même plus si c'est un dicton qu'on dit, tu sais qu'un éléphant se souvient toujours de ce que tu l'as fait petite. Les éléphants ont une très bonne mémoire. Et du coup, si quelqu'un l'a tapé quand il était tout petit, bah, l'éléphant s'en souvient des années plus tard. Mhm. Et je trouve que là, c'est exactement la même. Quoi. La baleine se souvient pertinemment de son tueur, Ouais. et c'est pour ça qu'elle le vise C'est lui. pour aider aussi Voilà. la famille Assoli, quoi. Il y a de ça aussi. Oui. Il y a Parce ça qu'il est aussi. quand même Il y a menacé ça aussi. le petit à ce moment-là. Donc, Oui. Avec- D'ailleurs, comme quoi ça sert. Hein. Il y a aussi ce petit truc de tradition, en fait, le fait d'avoir un petit peu de violence. Mhm. Parce que chez les baleines, t'as vu, il y avait un délire comme quoi cette baleine-là, c'était un paria, Mhm. parce qu'elle était soupçonnée d'être violente. Et oui, elle a été violente, mais violente pourquoi? Pour défendre les baleines. Mais même Et pour c'est se pour ça qu'elle venger, était quand paria. même. Elle a quand même un délire. Parce qu'ils se sont fait attaquer et elle a voulu revenir pour se venger. Oui, Et sauf C'est que ça. tout le monde est mort sauf elle. Et du coup, c'était pour ça. Et je trouvais Ouais, ça c'est quand ça. même intéressant qu'elle elle a été condamnée, mais ils savaient ce qu'elle avait fait finalement. C'est juste, c'est pas les Oui. mêmes valeurs. La famille de Jack, du coup, eux, ils disent, bah, c'est pas une tueuse, c'est pas eux qui les a tués, c'est elle qui a mené la charge pour se venger. Et du coup, ils sont totalement au courant dans le peuple de l'eau, mais ils disent, oui, mais chez nous, c'est banni ça. Si tu veux aller te venger, etc., bah, c'est comme si c'est toi qui as tué tes frères et sœurs, en fait. C'est la même chose. T'as voulu aller te venger, donc c'est toi qui es responsable de leur mort. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant, parce que c'est juste une culture différente. Et ça, j'ai trouvé ça très très intéressant. Parce que des fois, on est tellement basé, nous, sur nos valeurs, qu'on a l'impression que c'est les valeurs universelles. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir juste d'autres cultures qui ont des valeurs différentes. Et qui voient du coup les choses de manière différente. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Parce que d'ailleurs, je trouve le travail entre les deux peuples et leurs différences culturelles, j'ai trouvé ça plutôt cool. Ah, c'est génial. Ouais. C'est génial. Et rien que même qu'ils ont des coutumes différentes parce que physiquement ils sont pas faits différemment que les. Tu vois, dans les bandes annonces, j'avais pas noté qu'il y avait une différence entre les deux. Et Pas du là, tout. en fait, de voir Ouais, qu'ils ont les des nageoires au les niveau des mains. nageoires, et tout ça, Ouais. je trouvais ça trop bien, trop bien. Et du coup, il y a le peuple de la forêt, le peuple de l'eau. J'ai trop envie, c'est de voir la suite et les autres peuples qu'on va découvrir du coup. Et c'est ça. C'est pour ça que je te disais que ça me fait penser à Forbidden West, Oui, avec c'est tous vrai, ces clans c'est ça, différents. c'est ça. Et tu découvres, dès que tu arrives, en plus quand tu arrives chez le clan de l'eau, qui du coup ressemble beaucoup aux Maoris, même au niveau quand il tire la langue et tout, Oui, c'est vrai. ça vient des Maoris Oui, un c'est petit vrai, peu ça. ok. Même les tatouages et tout qu'ils ont. Oui, mais le- oui, tu sais, carrément, le- oui, c'est ça. Oui, c'est le haka, mais carrément, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça, c'est le haka, ouais. Totalement. Oui, Et, j'avais pas fait le lien. et mais du maintenant coup, que tu je le pense dis, qu'il... Et ben, je pense que c'est pour ça que la suite donne envie de voir, parce que je pense qu'il va s'inspirer d'autres... Et c'est intéressant. Parce qu'il va y avoir un peuple totalement civilisé avec des navires en costard cravate, Ouais, c'est clair. faire trop en charme. Mais ça peut Mais ouais, être c'est très pour ça que intéressant. Ouais, c'est clair. Ouais. Moi, je suis vraiment impatient de ça. Et du coup, c'était un peu ma déception. C'est que j'avais l'impression qu'on allait vers ça dès cet épisode, quoi. Moi, j'avais vraiment l'impression que il allait pas partir pour fuir le peuple de la forêt. Mais j'avais l'impression qu'il allait partir pour rallier des peuples, en fait, à la guerre. Et du coup, on allait Ok. découvrir plein d'autres peuples. Et du coup, mais voilà. Mais c'est, à mon avis, c'est vers là qu'on va. Même si à la fin, il dit que maintenant, il fait partie du peuple de l'eau et tout. J'espère que les suites, ça va pas être... Ah bah non, il y a pas d'autres peuples, en fait. Hein. Maintenant, c'est... Voilà. Peuple de la forêt, je trouvais ça sympa, mais je préfère le peuple de l'eau. Donc voilà, c'était un film pour faire la transition, mais maintenant, c'est que le peuple de l'eau. Là, je serais déçu encore. J'ai envie qu'il y ait d'autres peuples pour les suites, moi. Je sais. Eh ben, du coup, ouais. Est-ce que c'est pas le... Ouais. Est-ce que ça va pas s'arrêter là, ouais. Ah ouais, parce ah que non, vu alors, que... je suis Ouais. déçu, putain. J'ai Parce kiffé que Cameron va... Ouais, mais après, je sais pas, il aime tellement l'exposition, tout ça, il va pas rester dans l'eau.
Il n'y a pas que ça à visiter quoi, dans la planète. Il faut que tu nous fasses découvrir d'autres choses. Quoi. Apparemment, enfin de ce qu'il a dit, alors déjà James Cameron pour lui Avatar 2 est nettement mieux que le 1 parce qu'on est dans l'eau et je pense qu'il va aller plus loin dans les fonds marins. Genre les fonds marins, on les a à peine explorés là pour l'instant là dans ce qu'on vient de voir. On était sur les côtes quoi un petit peu et peut-être qu'aller alors après est-ce qu'on va découvrir d'autres peuples. Moi aussi j'aimerais bien, mais est-ce que ce sera le but de James Cameron? Je ne sais pas. Ça on verra. Ouais. C'est pour ça, faut pas se placer des attentes parce qu'à chaque fois t'es déçu juste parce que c'est pas là où tu pensais que ça allait. Donc ça, parce que je pense qu'il va approfondir parce que même on a vu vite fait un genre de mégalodon, là, un grand requin là, qui se fait défoncer d'ailleurs par la baleine. Et je pense qu'il va nous emmener peut-être plus loin dans les abysses. Après il va déjà loin parce que t'as un peu des fois ces spécimens un peu phosphorescents là qu'on a dans les fonds marins très profonds. Et ben là il les a mis mais qui sont plutôt à la surface ces animaux là. Enfin là dans Pandora. Alors que sur Terre ils sont très profonds. Alors je sais pas comment. Ouais je sais pas. Et d'ailleurs un truc je sais pas comment ça va se passer. Très cool que je me rappelle pas si c'était dans le 1, c'est le fait qu'il n'y a pas de vraie nuit sur cette planète comme c'est une lune de Pandora. Mais du coup il y a des éclipses, c'est pour ça qu'il fait nuit à certains moments, c'est que c'est des éclipses en fait, et c'est pour ça que la nuit peut tomber aussi du coup très rapidement, et ça j'ai trouvé ça intéressant parce que je me rappelle pas d'avoir remarqué dans le 1, et là ils font vraiment référence plusieurs fois dans le film. Ben pareil, Roland Le Hook, je crois qu'il a parlé de ça aussi. D'accord. Et il dit qu'il y a une possibilité, justement comme tu dis, qu'il n'y ait pas de, en fait, si, par rapport à la rotation en fait de la lune et tout, qu'il n'y ait jamais de nuit. Qu'il n'y ait jamais de nuit, que ce soit tout... Et en plus il y a 2 soleils je crois, non? Je sais pas ça. Je sais plus, parce que la Pandora, encore une fois, on en avait parlé je crois dans le premier, mais c'est dans l'alpha du Centaure, donc c'est dans je crois que c'est dans l'étoile la plus près de notre système solaire. D'accord. Donc il s'est inspiré d'une vraie étoile qui est pas loin en fait de chez nous. D'accord. Il me semble que c'est un système solaire où il y a 2 étoiles, mais je suis pas sûr là, faut voir. Ça il appuierait un peu dessus quoi quand même, je pense. Là moi j'ai pas l'impression. Peut-être en plus, non, s'ils appuient sur l'éclipse, soit les 2 étoiles sont vraiment l'une à côté de l'autre, soit il y aurait pas d'éclipse en fait. S'il y a 2 étoiles de chaque côté, il y aurait pas d'éclipse du coup. Après remarque s'il y a 2 étoiles, il fait toujours jour. Mais du coup, il y a une face. Si, ça dépend de la rotation. Ça se peut, en fait. Ça se peut. Ouais, mais après, comment tu tournes autour de 2 étoiles? Niveau gravité, ou alors il y a une étoile beaucoup plus éloignée de l'autre, ou un truc comme ça, tu vois. Enfin, après, je sais pas s'ils ont respecté, parce que c'est comme Star Wars. Hein. Star Wars, à Tatooine, il y a 2 soleils. Donc, c'est 2 soleils qui sont de la même taille. Après, je sais pas. Comment il y a une rotation autour des 2 en même temps. Mais bon, après, des fois, il faut pas trop chercher non plus aussi. Mais bon. Mais après, est-ce que la soleil, peut-être que l'étoile. Et il la voit en fait depuis Pandora, mais elle est beaucoup plus loin. Tu sais que l'étoile la plus proche de d'eux, peut-être. Ouais, peut-être. Parce qu'ils ont parlé de l'effet des marées aussi, donc à voir. Je sais pas où va aller James Cameron du coup pour la suite. Mais ouais, c'est vrai que l'attente de voir des nouveaux clans, ça me botte aussi, mais j'ai l'impression que non. J'ai l'impression qu'on va rester autour de l'eau, quoi. Ah ouais, ok. C'est vraiment, allez, clan de l'eau, maintenant on va aller approfondir l'eau. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses, toi, du petit Mowgli? Parce que clairement, ce qui se passe dans ce film, c'est le truc cousu de fil blanc, hein, c'est le truc ultra attendu. C'est le fils du... Bon, déjà, ça m'a un peu... le mec, on le kidnappe, mais il devient très vite très pote, hein. Puis il assiste au massacre de tout le monde. Bonjour, c'est pas bien quand même ce que vous faites, mais bon. Donc ça, bon voilà, j'ai fait voilà. Et puis tu sens très bien qu'à un moment il va basculer avec son vrai papa ou je sais pas quoi. Mais du coup ils l'ont fait dans ce film-là. Donc du coup je suis assez curieux de voir comment ça va évoluer dans les autres films. Parce qu'en gros, ce que t'attends avec ce genre de personnage qui va choisir son père à un moment, je sais pas quoi, bah ça se produit dans ce film-là. Donc derrière, ils vont pas le refaire encore basculer. Donc je suis curieux en fait de voir ce qu'ils vont faire de lui dans les films d'après. Puis cette idée de faire un petit Mowgli et tout, je suis curieux. Il a peut-être une idée derrière la tête, je sais pas. Je suis assez curieux. Ce qui, tu fais bien d'en parler parce que je voulais en plus y revenir sur lui. C'est que lui, je pense que ce personnage-là, pareil, il apparaît un peu comme ça par magie. Donc je pense qu'on aura des infos aussi, un peu comme pour Kiri. Ça sera des infos qu'on verra plus tard.
Mais c'est même pas sa mère, lui, c'est qui? Parce que c'est le fils du méchant. Pas, du coup. Mais c'est quoi sa mère? C'était une scientifique aussi. Il y a aucun. Ouais. Ou une soldat. Ouais, une soldat. Ouais. Je sais pas. Peut-être au début dans l'intro, il y a un truc qu'on a loupé. Peut-être c'est une soldat qui est morte au combat aussi. Je sais pas. Je me rappelle pas. Je ne sais pas. Ouais. Par contre, ouais, je ne sais pas. C'est pour ça, pareil, faudra qu'il. Là, c'est des détails qu'il devra approfondir pour que ça soit pas comme ça, truc sorti du chapeau et basta, aucune. Moi, de toute façon, j'ai l'impression que c'est quand même des trucs un peu. En plus, c'est pour ça qu'il expédie dès le début du film pour dire bon, je vous pose un contexte, voilà, c'est comme ça. Donc, à part pour la fille adoptive, parce que tu sens qu'ils font traîner le mystère. Là, pour lui, c'est juste fallait incorporer le fils du méchant, c'est tout, quoi. Ouais. Après, ça peut être intéressant pour le comportement du méchant, justement. Il va devenir gentil. Déjà, tu vas voir que c'est le méchant qui va devenir gentil pour son fils. Et il va se battre avec Jake contre les humains à la fin de Avatar 5. T'imagines? Je sais pas, mais l'acteur, en tout cas, a dit... ça tourne un peu comme ça, souvent. Ouais, il a dit que ça allait nuancer le personnage. Avec le méchant. C'est pas possible que ça se termine comme ça. Spider, il se met à frapper Jake et tout, à le tuer Jake. Parce que, ah non, c'est mon père maintenant. Mais putain, je t'ai élevé pendant 13 ans. Mais ton père que t'as connu depuis 10 minutes, ça y est, tu te retournes contre nous. Après, je pense que ce qui serait probable, c'est que Spider commence à se sentir un peu à l'écart parce que Neytiri, elle aime pas trop Spider depuis le départ. Depuis le départ, de toute façon, c'était prévu. Elle le dit, elle comprend pas pourquoi il est là. Lui, c'est un humain, elle a du mal. Ouais. Et là, t'as vu vers la fin, elle était, je pense, capable de le planter. Elle a perdu un garçon, elle était capable de le planter. Oui, donc, je sais pas comment son intégration dans la famille va se faire, C'est vrai qu'il a. Donc, après, il était élevé, lui, plus par les scientifiques. Il n'était pas élevé par la famille de Jake directement. C'est pas leur enfant adoptif à eux. Tout à fait. Ouais, voilà. C'était l'enfant, il était élevé par les scientifiques, mais du coup, il a pas de. Ouais. Après, il est très ami avec Kiri. Donc ça va être le. C'est ça. C'est Kiri et Spider ils sont collés, donc voire peut-être plus, peut-être qu'ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Bon, pareil aussi, cette histoire vraiment sortie du chapeau du. Il est resté sur Pandora parce qu'on peut pas congeler des bébés, donc tu sais, pour les renvoyer sur Terre, on peut pas. Donc tu fais bon. Vous faites des trucs de dingo avec les avatars et tout, mais des mini capsules pour congeler les gens pour les bébés dans sa. Tu sens aussi que c'est l'excuse, bon, fallait laisser un bébé. Du coup, après c'est du détail à chaque fois, parce que moi je pense vraiment c'est ça. Oui, tout à fait. Il a un plan global, mais après les tout petits détails, ça serait. Mais bien ça peut être intéressant, ouais. Et je trouve que parce que du coup en fait ça fait beaucoup de membres de famille en plus d'un coup. Oui. Tu passes de Avatar 1 où t'as juste un couple amoureux à Avatar 2 une grande famille. Ils sont quand même pas mal. C'est peut-être même quitte à faire. Après, ça dépend ce qu'il va nous raconter, mais c'est limite dommage en fait de pas avoir vécu justement l'arrivée de ces bébés et tout ça, que ça soit vraiment expédié d'un coup et qu'après t'as plein de personnages. C'est pour ça au début j'étais un peu paumé parce qu'en plus je trouve que ils se ressemblent beaucoup tous les avatars et tout. Et au début j'avais du mal à calculer qui était qui et tout. Donc, c'est pour ça peut-être qu'à deuxième visionnage, maintenant que je connais mieux, j'apprécierais plus même le début où je comprendrais un peu plus les personnages et tout quoi. Donc ça c'est vrai. Mais du coup pour s'attacher à eux, ça aurait été peut-être mieux d'avoir que ça dure un peu plus longtemps l'intro, qu'on vive un peu plus même le retour des humains, tu vois, je sais pas. Après on va pas critiquer le film pour ce que nous on aurait préféré avoir, tu vois, ça c'est le genre de truc. Non mais c'est après encore une fois c'est des petites ça a été très vite comme on dit expédié, mais je trouve que ça peut être intéressant cette histoire de famille du coup avec Spider qui en fin de compte sauvé son père, mais qui n'est pas vraiment son père, c'est juste un souvenir de son père, parce que biologiquement c'est pas son père, c'est un clone. Donc il y a ça aussi, est-ce que ça peut pas jouer sur voilà, je suis curieux de voir comment ça va se passer, même Neytiri par rapport en fait mais je pense que clan familial, c'est intéressant. Il va dans le 2, il va se sentir à l'écart et il va retourner encore vers le méchant, je pense. Il va y avoir un délire comme ça. Je sais pas où ça va aller, mais je suis sûr que c'est ça. J'imagine tellement la scène où il est mis à l'écart de la famille et finalement il trouve pas sa place. Ouais. Un délire comme ça. Putain, ça va vraiment être Tarzan quoi. Il y a pas un moment où Tarzan il est pas admis dans les gorilles, dans le clan des gorilles. Il y a un truc comme ça, non? Je suis pas un grand spécialiste de Tarzan, mais oui, à mon avis, ça va être un délire dans le genre. Il y a un truc. Ouais.
Donc bon. Bah après voilà, ouais, c'est pour ça. Il y a quand même, il y a ce côté très visuel de l'océan, et on sent qu'à travers ce qu'il nous a montré, il veut nous faire apprécier l'océan, et je pense que peut-être qu'il ira plus profondément dans les problèmes en fait liés à l'océan, dans les abysses aussi et tout, ouais. Ouais. Mais après, ouais, au niveau de la famille, c'est ça qui est fort quand même. Tu vois, en parlant, je me dis que la suite me tarde quand même. Ah bah bien sûr, ah oui, par contre oui, carrément. C'est ça qui est balèze. Ouais, non, mais même parce que tu sais, alors là, je trouve il a quand même réussi techniquement à me refoutre une baffe. C'était déjà chose pas aisée. Oui, tout à fait. Après, bon, c'est pas la baffe aussi folle que pour le 1, mais moi qui aime bien les jeux vidéo et tout, quand tu vois la qualité je t'ai dit, des textures, des qualités, enfin, je trouve ça ouf pour ça. Donc il m'a quand même remis une petite baffe, et puis de toute façon, il pousse l'industrie vers le haut, il pousse des technologies et des techniques qui vont se démocratiser dans les années qui viennent, quoi. Donc ça, à ce niveau-là, c'est important, et je suis curieux de voir comment la saga va évoluer. À mon avis, au bout d'un moment, tu sais, je sais pas ce qu'il va pouvoir inventer de plus, tu vois. Donc parce que là, on est déjà à un degré. Je pense... Techniquement, ouais, je pense que ce sera équivalent. C'est après voir comment il arrive à faire évoluer le truc. Est-ce qu'il va réussir à nous tenir jusqu'au bout avec cette histoire de famille? Ça se peut. Hein. On peut faire la comparaison avec Star Wars, pourquoi pas. Parce qu'au moins maintenant, les personnages qui restent, ça y est, je les connais. Tu t'as attaché à eux et tout. Donc là, on va pouvoir commencer à te raconter la suite de l'histoire. Puis il y a des petits mystères comme ça, Kiri et tout, savoir d'où. Ah, ça donne envie. Ça donne envie. Bah voilà. On a fait un bon. Je sais pas si tu vois, ça va couper dans 1 minute. Donc, est-ce qu'on rend l'antenne rapidement? Ça t'évitera une coupure. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah, on va rendre l'antenne. Hein. Malheureusement, les chers amis, on n'a pas le choix. C'est le temps qui nous oblige. C'est ça. Il reste 30 secondes, mec. 30 secondes, mec. Bon, bah, sur ce, les amis, comme toujours, si vous avez aimé, pouce bleu, commentaire, partagez, sachez qu'on a un pot commun si vous voulez faire une petite donation. Encore merci à tous. Bonne soirée, bon film. À la prochaine fois. Allez, salut.